Notre cerveau est capable de prodiges incroyables. Inutile de lui inventer des super pouvoirs supplémentaires. J'ai besoin de tes lumières. Je peux avoir une écoute critique, mais je ne suis pas obligé d'avoir un avis tranché. Il n'existe pas de pour de vrai, Howard. Tout ça, ce n'est que du vent. On ne nie pas une réalité parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Il faut jamais avoir confiance en ce qu'on voit. Et si les gens étaient attentifs, la magie n'existerait pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette 5e émission déjà, où après avoir parlé d'un film d'animation à destination de la famille, nous allons maintenant discuter d'un film un petit peu plus dur, notamment d'un thriller horrifique. Et aujourd'hui, donc, nous en discuterons donc avec Adeline. Salut Adeline. Salut, bonjour à tous. Ça va ? Bah oui, ça va très bien. La forme. Ok, nous avons aussi avec nous Gabriel. Salut Gabriel. Salut Vivien, salut les auditeurs et les auditrices. Toi aussi, ça va, la forme ? Oui, super bien. Et nous recevons pour la première fois dans l'émission Troutski. Salut Troutski. Salut. Alors, vu que c'est ta première fois dans l'émission, et comme c'est de coutume chez nous, si tu veux bien te présenter en quelques mots pour que nos auditeurs sachent à peu près à qui ils ont affaire. Alors en quelques mots, voilà, je m'appelle Jean-Marc, j'habite à Liège et j'ai créé il y a pas longtemps un Skeptics in the Pub à Liège. J'ai donc rejoint par ce biais la fédération sceptique et comme j'ai fait un petit peu de cinéma, de vidéo et tout, je m'intéresse beaucoup au cinéma et je suis ravi de rejoindre l'équipe de Cinétique. Merci à toi d'être ici avec nous et puis on est très content de t'accueillir. Et donc avant de commencer, je rappelle le principe de l'émission. Donc nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique. Ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des thèses discutables. N'étant partisan d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Ouais, même si TikTok, on n'y est pas forcément très très présent dernièrement. Il n'y a pas grand chose sur notre TikTok. Il faudrait peut-être qu'on l'alimente un petit peu quand même. Mais en tout cas, vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Et pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, nous disposons également de plateformes de dons sur lesquelles vous pouvez donc faire des dons occasionnels ou réguliers. Et pour cela, rendez-vous sur notre page Castopod, qui est donc dans la description, sur notre page Facebook, etc. Vous y trouverez tous les liens. Et donc maintenant, nous pouvons passer au film du jour, Régression. Lieutenant Bruce Kenner, nous sommes le 14 octobre 1990. Vos noms et prénoms. John Gray. Commencez par me dire pourquoi vous êtes ici. Parce que je l'ai fait. Il les a refoulés. Ces souvenirs sont apparemment enfouis quelque part. Il n'est pas si difficile de trouver la clé pour les libérer en provoquant une régression. Vous devez tout nous dire. C'est très important. Ils vont me tuer. Non, personne ne vous fera plus de mal. Faites le vide dans votre esprit. Dites-nous ce que vous voyez. J'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. C'était une vieille femme. Il se rendait à l'atelier de mon père. Je les entendais prier. Ils portaient des casques. C'était une messe noire. Maintenant, ils vont aussi vous tuer. C'est un rapport du FBI. Ça pourrait être énorme, Bruce. Je crois qu'ils me suivaient. Donc, Régression. C'est un film américano-hispano-canadien qui est sorti sur nos écrans en 2015. Il est réalisé par Alejandro Amenábar, à qui l'on doit notamment les films Les Autres, avec Nicole Kidman, un film de fantôme que beaucoup de gens ont déjà vu, le magnifique Agora, ou encore Ouvre les yeux, qui a eu le droit à son remake américain, Vanilla Sky, que vous avez peut-être vu.
Régression est un thriller horrifique qui ne s'adresse pas vraiment au plus grand public, notamment en vue des thèmes assez durs qu'il aborde. En effet, dans une Amérique de la fin des années 1980, traversée par de nombreuses histoires liées au satanisme, l'inspecteur Bruce Skinner, joué par Ethan Hawke, est chargé d'une sordide histoire d'inceste où un père est accusé d'avoir abusé sexuellement de sa fille, jouée par Emma Watson. Mais celui-ci n'a aucun souvenir des faits qui lui sont reprochés. La police fait alors appel au psychologue Kenneth Kranz, qui est rattaché à l'enquête afin d'utiliser une pratique bien particulière d'hypnose, la régression. Donc voilà pour le pitch du film. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Troutski, tiens, pour commencer? C'était très très chouette. C'est un très chouette film qui, contrairement à beaucoup de films du genre ici, on a pas mal d'indices qui sont semés tout au long et à toi de les prendre ou pas. Soit tu te laisses embrigader dans le film et alors tu accompagnes les gens dans le récit, soit tu prends un petit peu de recul et tu laisses jouer ton esprit critique. Ici, c'est un peu ce que j'ai fait parce que je regardais le film pour ce podcast. Je pense que si j'avais vu le film dans d'autres circonstances, je me serais beaucoup plus laissé prendre au jeu et j'aurais été entraîné dans le truc. Là, je dois dire que dès les premiers indices que le film nous met, je me suis dit, oula, attention, fais gaffe. Voilà. Et donc, du coup, j'ai assez vite capté là où il voulait nous emmener. Mais c'était quand même vachement bien foutu. Et puis, les acteurs sont formidables. Le casting est vraiment exceptionnel. Il y a Ethan Hawke, évidemment, qui est excellent. Aaron Ashmore et David Denchik, que je ne sais pas du tout dans quoi je les avais déjà vus, ces deux-là, mais je les aime beaucoup aussi. Surtout John Gray, le père de David Denchik, c'est le père d'Emma Watson, John Gray. D'accord. Je ne sais pas dans quoi j'avais vu ce mec. Je sais pas si vous disiez quelque chose. En tout cas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, tout le casting est vraiment sympa. Je trouve Ethan Hawke, qui m'a jamais vraiment bluffé dans un film, là, je le trouve vraiment excellent. Voilà. D'accord, ok. Un bon retour, donc t'as passé vraiment un bon moment devant le film, quoi. Ouais, je l'ai regardé pour la première fois hier soir, je l'ai rematé une deuxième fois aujourd'hui avec autant de plaisir, vraiment, c'était cool. D'accord. Et toi, Gabriel, alors? Alors, c'est un film que je n'ai pas aimé. Alors, tout n'est pas à jeter. Il y a des très bonnes choses. Visuellement, graphiquement, il y a des très bonnes idées. Il y en a des beaucoup moins bonnes. Mais globalement, non, j'ai pas trop aimé ce film. D'accord, ok, donc assez mitigé. Disons que les acteurs, c'est vrai que les acteurs sont bons et tout ça, mais le côté de l'explication dont on parlera dans la partie spoil ne m'a pas du tout satisfait. Oui, effectivement, c'est pareil, hein, c'est comme beaucoup de films qu'on aborde au sein de Cinétique, c'est toujours très compliqué de parler des films sans spoil, parce que généralement, vu que c'est souvent des films à enquête ou à mystère, il y a toujours forcément une révélation de fin qu'on doit taire, donc tenir sur la partie non spoil, c'est un peu compliqué. Ouais. Et toi, Adeline, alors, sur ce film-là? Alors moi, je l'ai vu parce qu'il était dans la Septicothèque à la base. J'avoue que ça partait mal, parce que déjà, bon, c'est pas David Fincher qui a fait le film, donc qu'est-ce que c'est que ce thriller? On n'agresse pas Alejandro Amenábar, s'il vous plaît. Non, mais c'était étonnant de le voir sur un thriller de ce style-là. Et donc, il y avait pas Jack Gyllenhaal non plus, je me suis dit, c'est bizarre. Plus Emma Watson au générique, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Mais finalement, je l'ai trouvé quand même pas mal. Mais j'ai trouvé mieux, par exemple, que Gone Girl. Je vais me faire des ennemis, mais moi, Gone Girl, je l'ai pas trouvé génial. J'ai trouvé que ce film était mieux. Et c'est un petit film sympa. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que Régression, c'est un film que j'aime beaucoup aussi pour le sujet qu'il aborde, donc c'est-à-dire la vague de rumeurs sataniques, de panique satanique qui déferle sur les États-Unis dans les années 80, qui reprend ce thème-là au sein de son film, qui ancre ce film dans cette période-là, et qui est très 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 intéressant de rentrer là-dedans, de suivre les personnages, de suivre cette enquête. Mais à côté, c'est vrai que cette enquête, elle est bien foutue, surtout parce à mon avis, elle se rattache surtout sur pas mal d'éléments tirés de faits réels. Donc le film l'annonce dès le début, que c'est tiré de faits réels, etc., que ça s'ancre dans une période bien particulière. Alors c'est toujours quelque chose qui me fait me méfier, moi, quand je vois au début d'un film tiré de faits réels, et hop, j'ai tout de suite une petite alerte qui me dit, on essaye de me mettre dedans, quoi. Déjà, on essaye de me dire,
vas-y, ce que tu vas voir, c'est réel. Que disons que faut toujours de toute façon avoir une phase d'interprétation sur un film qui se présente comme étant tiré de faits réels, mais faut donner que c'est jamais de toute façon la réalité, parce qu'on sait que c'est des films qui sont tournés. Après, c'est effectivement à nous. Moi, je trouve ça toujours intéressant tiré de faits réels, parce qu'après, ça permet aussi d'aller voir à côté, d'aller creuser un petit peu sur ce que le film a voulu montrer et qu'est-ce qu'il a essayé de travailler. Et surtout, c'est un peu le travail que j'ai été faire, mais dont on parlera peut-être un petit peu plus par la suite. C'est surtout l'intention qu'il y a derrière que je veux dire, quoi. Tu vois, c'est que avant même la première image du film, on te met déjà dans une certaine humeur et dans une certaine façon d'accueillir ce que tu vas voir. Il y a différentes manières de présenter. Je trouve que Régression en dévoile peut-être trop au début. Effectivement, là-dessus, je suis assez d'accord. Bon. Moi, je suis assez partagé parce que c'est pas écrit basé sur des faits réels, c'est écrit inspiré de faits réels. Et la nuance pour moi est assez importante. Inspiré te laisse plus le côté imaginaire que basé, qui pour moi a une connotation plus proche de la réalité. Mais c'est peut-être personnel, c'est peut-être l'interprétation des mots que j'en fais. Oui, moi en tout cas, je perçois les deux comme globalement équivalents. Je suis d'accord avec la distinction que tu fais, mais pour moi, c'est très globalement équivalent. Enfin, moi, je vois basé, je vois inspiré ou basé. Pour moi, ça change pas énormément de choses pour moi. Enfin, en tout cas, pour revenir sur le film, ouais, effectivement, c'est cette enquête-là qui nous prend. Effectivement, je suis d'accord aussi avec Gabriel, c'est-à-dire esthétiquement, il y a des très belles choses. Enfin, l'image, le cadrage et puis la colorimétrie. Ouais, voilà, l'esthétique. Ouais, la lumière. La lumière est bien. Hein. La lumière, l'esthétique du film est assez bien foutue. On ressent bien cette atmosphère un peu d'angoisse qu'il instaure, parce qu'on est vraiment dans un thriller vraiment angoissant, et l'angoisse fonctionne. Mais, enfin voilà, quand on compare effectivement, comme l'a fait Adeline, sur des thrillers qui sont beaucoup plus, qui marchent beaucoup mieux. Donc t'as cité Fincher, donc effectivement, quand on voit des thrillers un peu comme ça, extrêmement sombres, avec des histoires assez effectivement sordides, on peut penser à Seven, on peut penser aussi au Silence des agneaux. On est encore on est assez loin en fait de classiques comme ça, quoi. Donc pour moi, effectivement, je suis assez d'accord avec Adeline là-dessus. C'est un bon petit film qui ne révolutionne pas forcément beaucoup le genre, mais qui au niveau en tout cas de ce qu'il apporte au niveau narration et au niveau des thèmes qui nous intéressent, la cinétique est extrêmement intéressant. Moi, par rapport à ce que tu dis là, moi j'y vois, parce que quand même il a reçu de mauvaises critiques ce film, et moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine déception à un moment qui arrive dans le film, c'est-à-dire que au début il y a une promesse d'un film un peu centré sur le satanisme, un univers sombre, terrifiant, mystique et tout, et à un moment le film va prendre un autre virage, et je pense que ce virage-là est pas forcément très bien fait. Déjà, on rentre jamais vraiment dans ce côté satanique qu'on pourra voir, je sais pas, par exemple dans la 9e porte. Mmh. Et on reste à des seuils de genre, en fait. On n'est ni dans un film qui va être angoissant sur tout cet univers satanique, et on n'est pas non plus dans un vrai thriller d'enquête policière. Donc c'est un peu cet entre-deux, je pense, qui a un peu déçu les gens et les critiques à la sortie du film. C'est ça. Et moi, la manière dont est amenée la révélation m'a beaucoup déçu aussi. Mais on en reparlera dans la partie spoil. Mais, enfin, ouais, pour rebondir là-dessus, et je pense que c'est ça qui fait que Régression aussi est un film qui nous intéresse, parce qu'en fait, il a une contrition, enfin, c'est un film très spécial, en fait, sur comment est-ce qu'il amène l'enquête, ce qui est une enquête très particulière aussi, parce que sur coup, c'est une enquête qui ressemble à aucune autre, pour des raisons que sur coup, j'ai pas envie de détailler là, parce que ça spoilerait un peu, mais c'est effectivement, de toute façon, le pitch de base est compliqué à faire tenir. C'est un vrai exercice, en fait, pour Amenabar de traiter ce sujet-là, de l'amener là où il veut, tout en faisant, enfin voilà, parce que Amenabar c'est quelqu'un qui travaille beaucoup les questions faux semblants, etc. Et je pense aussi que la déception, alors elle vient sans doute de là, et je pense que ça va décevoir des gens qui s'attendent effectivement à un film un peu à la 9e porte, même si la 9e porte c'est aussi pas mal fait détruire par la critique, ou à un film comme on va dire Rosemary's Babies ou The Omen par exemple, La Malédiction. Qui prennent des chemins très différents de celui que Amenabar choisit pour Régression, ou Seven ou le Silence des agneaux, comme on l'a cité. Enfin, c'est un film qui se trouve vraiment dans à la fois un entre-deux, et à la fois il est vraiment très particulier. En fait, et c'est ça qui, moi, me rend assez attachant.
et qui me donne envie vraiment de défendre ce film-là face à effectivement une certaine critique faut le dire, qu'il a complètement défoncé, quoi. Ah ouais, hein. Le pauvre film, franchement, le pauvre film, il mérite pas ça, quoi. Je pense, en fait, les gens qui sont déçus sont des gens qui s'attendaient justement Un thriller à la Seven, ouais, c'est ça. Et en fait, non. C'est ça. Ici, en fait, tous les événements du film reposent énormément sur le contexte et sur le background de l'histoire, justement sur les événements qui dit, bah voilà, ça repose sur des événements réels. Oui, à cette époque-là, aux États-Unis, il y a vraiment un contexte de paranoïa vis-à-vis des sectes sataniques dans certaines petites villes et dans certaines régions. Et tout ce qui se passe dans le film repose énormément sur l'ambiance qu'il y a dans ces villages-là à cette époque-là. Pour moi, justement, l'ambiance, elle est pas créée. Non, oui, c'est ça. On la sent pas assez. Elle est dite et il faut la connaître pour voilà. C'est vrai que c'est pas assez montré. Je pense qu'il y a un problème de rythme, en fait. En vérité, je pense qu'il y a un problème de rythme dans le film. Il y a un problème de rythme. Il n'y a pas un problème d'image. Il n'y a pas forcément, je pense, un problème de montage en soi. Je pense qu'il y a vraiment un problème de rythme, et aussi peut-être d'environnement. C'est-à-dire, en fait, cette ville-là, on n'arrive pas à la sentir parce que généralement, il y a des environnements très puissants dans les films qui sont soit les films qui sont portés sur satellite, soit les films qui sont plus portés thriller, on va dire, sans surnaturel à la semaine, etc., où il y a des ambiances très particulières, mais en fait où l'environnement prend un pas très important sur les personnages, etc. Et là, c'est un film qui est centré énormément sur l'être humain, en fait, sur les personnages, etc. Et il a toujours fait ça, en fait. Amenabar a toujours été centré sur ses personnages. Et effectivement, l'environnement en soi ici n'apporte pas énormément de choses et en fait rend un peu la chose fadasse. À mon avis, il y a un problème de rythme. Il y a un problème aussi d'incarnation de l'angoisse par l'environnement, même s'il y a certaines scènes d'angoisse qui fonctionnent bien, en fait, mais disons qu'il y a certains moments qui fonctionnent bien, mais dans la tenue du film, c'est très inégal. Et ce qui est dommage, parce qu'il y a une dimension sociale qui est importante en plus pour comprendre l'histoire. Et elle est vraiment mal amenée. On est dans une Amérique rurale un peu profonde, avec des gens qui vivent un peu dans la misère. Et ça a une vraie place dans l'histoire, ça. Mais c'est à peine esquissé, il y a pas de vraie installation, on plante pas le décor, quoi. Ouais, non, d'ailleurs, il y a très peu de plans larges, il y a très peu de mise en situation où on fait un focus sur les gens petit à petit, où on amène un plan large et puis on resserre petit à petit. Il y a très très peu de plans larges dans le film. Oui. Plus à la fin, d'ailleurs. On a vraiment un plan large vraiment à la fin, en fait. Où on sent... Alors, je pense que ce qu'il a peut-être voulu essayer de faire, c'est qu'en resserrant ses plans, c'est créer de la tension. Mais là, pour le coup, ça marche pas vraiment, parce qu'en plus on n'est pas forcément dans un environnement, parce que dans Seven par exemple, dans un environnement très urbain, donc il y a tout un univers derrière qui, même si les plans sont tout le temps rapprochés, même dans Seven, qui fonctionne. Alors que là, par exemple, ici, ça fonctionne beaucoup moins. Enfin, c'est beaucoup moins caractérisé. Cette ville-là, on a du mal à la définir un peu. On a l'impression il y a plein de choses qui sont mélangées, etc. Enfin, c'est un environnement qui prend pas forcément une certaine cohérence, quoi. Le truc qui est vraiment le plus montré, c'est le commissariat de police, et même le commissariat de police fait très aseptisé. Et il est pas très... Généralement, quand on est dans des commissariats de police de thriller, c'est toujours des trucs assez dégueulasses, etc. Là, on a un truc très aseptisé, etc. Donc, il prend aussi à rebours certains codes, je pense, du genre, ce qui fait que ça marche pas... Voilà. Et il prend tellement de trucs à rebours que c'est pas un film qui forcément va fonctionner d'une manière très très efficace. Et c'est un peu son problème, à mon sens. C'est dommage parce qu'il y avait des personnages vraiment intéressants, le policier, le psychanalyste, le prêtre, mais ils ont pas d'existence vraiment forte à côté du... le policier si, mais les autres à côté ne font pas le contrepoids. On les survole, en fait, tous ces personnages-là. Je ferai une exception peut-être pour le chef de la police, qui est un personnage qui fonctionne plutôt pas trop mal, je trouve, dans son rôle. Enfin, c'est un personnage secondaire, mais je trouve que pour un personnage secondaire, il est quand même assez bien caractérisé et qui fonctionne quand même pas mal. Le révérend aussi, qui à mon sens fonctionne vraiment pas mal aussi, je trouve. Moi, je trouve pas du tout. Vraiment pas. Le prêtre, pour moi, est raté dans ce film. Il prend pas assez de place, en fait. Il pourrait prendre beaucoup plus de place dans l'histoire. Il est vraiment accessoire, en fait. Son discours n'a pas de poids. Alors que son discours, il est méga important. On peut pas spoiler là tout de suite, mais son discours est très très important. Et on ne sait pas réellement sa pensée. On la comprend qu'à la fin. Et tout ce poids de son discours, du coup, on l'a pas.
on l'entend jamais parler, à part un petit truc à la fin où on comprend ce qu'il pense réellement, quoi, que c'est un fondamentaliste, etc. Mais Ah, je sais pas. Enfin, justement, je trouve que c'est bien amené parce que finalement, enfin, moi, pour avoir vu comme le film plusieurs fois sur une grande période, je trouve que c'est un personnage qui comme un vin vieillit en fait au fur et à mesure et vieillit mieux en fait. C'est vrai que dans les premiers visionnages, c'est pas du tout un personnage qui m'a marqué, mais là, tu vois, là, je suis à mon 3e visionnage, donc pour le coup de l'émission, et c'est un personnage sur lequel je me suis plus intéressé et sur le coup que j'ai trouvé plus intéressant pour le coup. Et c'est pour ça que c'est un personnage que j'ai envie de défendre pour ça, en fait. Je suis assez d'accord avec Adeline, notamment au niveau de la révélation, où là, il aurait pu vraiment avoir une explication à donner, ou enfin, comment dire, plus pousser son propos, alors que au moment de la révélation, je pense qu'il doit avoir 2 ou 3 phrases, le révérend. Là où, à mon goût, il aurait pu plus développer son propos et ça aurait donné plus de poids à la révélation, je pense. Alors, est-ce que vous connaissez le nom de l'acteur qui joue le révérend Simmons? C'est Solosius Twentius Aitikan. mais je l'ai vu dans d'autres séries, des choses comme ça, lui. Ah, moi j'ai Lothar Bluto comme nom sur IMDb. Ouais, c'est ce que je aussi, l'auteur plutôt aussi. Moi, je suis sur la fiche de Sens Critique là. Ah ouais? Et c'est Solosius Twentius Aitikan, il est écrit, révérend Simmons. Ouais. Révérend Beaumont, hein. C'est Révérend Beaumont qui est incarné par Lothar Bluto. Eh ben la fiche de Sens Critique est pourrie. Ah, d'accord. Parce que c'est le révérend Murray là, je suis sur Wikipédia, moi, pour le coup. Ça Et dépend c'est des l'auteur versions, aussi. je pense. Je pense aussi. Il n'y a pas son nom dans le film, hein, je crois. Ah oui, révérend Murray, Lothar Bluto. Et il y a 2 révérends dans le film, du coup? Non, il y en a qu'un. Mais à mon avis, ça dépend peut-être des versions. C'est Oui, bizarre. ça dépend des versions, je pense. À mon avis, le révérend Murray, ça va être dans la version française, je pense. Dans la fiche de Sens Critique, il y a 2 révérends. Sur IMDb, il n'y en a qu'un seul. Chelou. Bon, bref. Enfin, bon, oui, bon, ça peut être un personnage. Moi, je l'ai trouvé intéressant. Enfin, sur ma 3e visionnage, je l'ai trouvé plus intéressant parce que peut-être je me suis plus intéressé justement à ce personnage parce que bon, je savais qu'il y avait quelque chose à en attendre et surtout, bon voilà. Et je pense aussi le fait qu'il développe pas plus, c'est justement pour. Mais ça se voit. Pour pas éveiller trop les soupçons. Ah ouais, je sais pas. Ça se voit trop. C'est justement, on voit bien que le personnage est effacé alors que il a le rôle peut-être central du film. Et on dirait que c'est un problème de scénario là. C'est-à-dire qu'on cache un peu ce perso pour pas qu'on trouve tout de suite la solution. Moi, je l'ai vu comme ça. Et encore plus à mon 2e visionnage. Facilité scénaristique. Ouais, je suis pas forcément d'accord parce que je pense que c'est à mon sens, c'est un personnage qui doit rester dans l'ombre. Mais bon, je pense qu'on a des visions différentes de ça. Mais bon, en tout cas, pour finir sur le mauvais accueil de Régression, je pense qu'il y a aussi un autre truc qui a joué là-dessus. C'est le fait que Amenabar a sorti ce film-là après Agora, qui à mon sens qui est un film aussi un peu oublié, mais qui a été plutôt défendu par la critique à l'époque, mais qui est vraiment, à mon sens, vraiment un chef-d'œuvre. Et je pense qu'il a déçu aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il a totalement, il y avait des attentes vraiment différentes par rapport au film qu'il a fait avant. Et je pense que c'est ça aussi qui a pas mal déçu la réception. Mais oui, par rapport au twist, parce qu'on peut dire qu'il y a un twist. Là, les gens, ils l'ont compris. Il y a un twist. C'est sûr que si on s'attend à un twist du style les autres, là, c'est pas ça, quoi. C'est pas ce genre de twist-là. Ça aurait pu. C'est là où moi j'ai eu une déception dans le film parce que tout le film, j'ai bien aimé ce film, mais la révélation m'a totalement déçu. Les explications, je trouve qu'elles sont mal amenées, très survolées. Ouais, c'est mal amené. Ouais. Et c'est en 5 minutes, on a résolu tout. Et on en reparlera tout à l'heure. Après la partie spoil, ça va commencer à être dur. Je suis moyennement d'accord, moi, justement. Il y a des indices tout le long du truc, et il y a un moment où le film décide de dire, bon, les gars, si maintenant vous avez pas compris, voilà, je vous le montre, quoi. Voilà.
Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a des indices tout le long du truc. Et puis il y a un moment, je pense vers les 3/4 du film, au moment où il parle de Paul Ingram justement, de l'affaire Paul Ingram, Ethan Hawke est en train de s'endormir devant la télé, et la télé est en train de diffuser un truc sur Paul Ingram. Donc je reparlerai de ça plus tard. Et à ce moment-là, je pense que le film dit, oh les gars, il tape sur l'épaule et il dit, si t'as toujours pas compris, là je te le dis quoi, je te montre. Peut-être pour un public averti, mais... Voilà, je pense vraiment, à mon sens, qu'il y a deux visions. Il y a le public averti qui connaît en fait déjà un peu l'histoire, et il y a le public qui ne connaît pas forcément cette histoire-là. Et je pense qu'il y a vraiment plusieurs manières d'appréhender le film par rapport à ça. Mais je sens que vous trépignez d'impatience, donc on va tout de suite passer à la partie spoil. Oui. Yes. Et à la fin, il meurt. Donc voilà, à partir de ce moment-là, vous êtes maintenant en partie spoil. Donc tout ce qu'on va dire, voilà, on va libérer notre envie d'analyse du film, notre envie de spoiler ce qui se passe à la fin, etc. Donc si vous n'avez pas vu le film, on vous conseille plutôt d'arrêter l'émission ici, puis d'aller le voir et de revenir ensuite pour nous écouter un peu plus parler en détail du film. Et bien autrement, si vous en avez rien à faire ou vous avez déjà vu le film, vous êtes au bon endroit. Et donc voilà, donc la fin, pour la révéler vite fait, c'est que effectivement avec ces meurtres sataniques, etc., enfin ces soi-disant viols sataniques, meurtres sataniques, sacrifices de bébés, etc., finalement en fait il n'y a absolument rien, et c'est ça la révélation finale, qui finalement colle plutôt bien à la réalité, puisque c'est effectivement la vague de paranoïa donc qui s'est abattue sur les États-Unis à cette époque-là. Donc on reviendra peut-être plus en détail aussi sur cette vague de paranoïa. Personnellement, je me suis un petit peu plus renseigné là-dessus pour avoir quelques détails en plus. Voilà, ça colle plutôt bien avec la réalité. Pour le coup, il n'a pas collé des vrais satanistes à la fin. Donc vous, finalement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un peu deux écoles ici ce soir entre moi et Trotsky, puis Gabriel et Adeline, qui pour défendre la fin. Trotsky, je crois, pour défendre un peu. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu, que t'as trouvé mal amené, bien amené Comme je disais, hein, j'ai pas été surpris en fait. Moi, je dois dire que dès les premières minutes du film, quand George, le policier, là, dit, il sait déjà où est la chambre de la gamine. Je me suis déjà dit, il y a un truc quoi. Il y a un truc avec lui, tu vois. Et petit à petit, vraiment, à chaque fois, il y a des indices. Petit à petit, la mère qui est la seule à rester sceptique et en fait qui dit mais non, mais arrête, tu mens, qui gueule sur tout le monde et qui devient hystérique. Et en fait, c'est elle qu'on fait passer finalement, qu'on montre comme la plus folle, alors que c'est la plus terre à terre. C'est celle qui décide de ne pas se laisser induire de faux souvenirs, etc. Il y a un flic aussi qui est pas mal dans le style un peu que j'avais pas forcément remarqué au premier abord, mais il y a un flic vraiment, mais au second rôle, qui au début est sans doute le plus sceptique de tous. Le et gros, en là. fait, finalement, quand il parle, on est, mais oui, mais t'as raison, quoi. Et puis en fait, il y a absolument personne qui l'écoute. Non, c'est clair. D'ailleurs, il y a un moment, le flic qui vient dire oui, il y a un rassemblement de gens habillés en noir qui écoutent de la musique spéciale, bizarre. Et alors lui, il est là direct. Ouais, mais non, mais c'est des vieux gothiques, vous inquiétez pas, quoi. Et il y a personne qui l'écoute. Oui. Et d'ailleurs, il y a un moment où c'est très clair, ça bascule de ce flic-là. C'est quand il est en dialogue avec Bruce Kenner, donc le boss, l'inspecteur principal. L'inspecteur. Après la tentative de suicide de la grand-mère, c'est ça? Tout à fait. Et quand ils sont à l'extérieur, ce policier-là lui montre l'arme et lui dit « Je pense que ça ne sera pas efficace ». Donc là, encore un indice comme quoi ils se battent plus contre des choses imaginaires que contre une chose réelle. Mais pour moi, là, c'est clairement ce basculement entre le scepticisme, je n'y crois pas du tout, et je commence à y croire. Mmh. Ouais, elle est assez floue cette phrase finalement. On sait pas trop ce qu'il veut entendre par là. On sait pas s'il parle de forces occultes ou de l'imaginaire pour le coup. Oui, c'est plus. Mais effectivement, comme tu dis, c'est un bon indice pour la suite du film, quoi. On sait que ça va pas carnarder dans tous les sens. De toute façon, le film ne promet jamais ça, je crois. Voilà. Quand lui le dit, on comprend qu'il parle de fantômes et d'esprits et tout ça. Enfin, je grossis le trait. Mais quand on réfléchit après, en connaissant le film, on peut se dire, ne parlait-il pas de l'imaginaire, en fait? Moi, j'ai vu ce perso basculer totalement. De toute façon, moi, j'ai eu l'impression que tous les personnages basculaient, et au final, assez vite. Et c'est ce que j'ai trouvé mal amené. Moi, c'est ce qui m'a un peu gêné par rapport à la révélation. C'est que le flic,
il tombe dans ce truc sataniste, les pieds joints, quoi, dedans. Et puis, tout d'un coup, il se réveille très facilement. Ouais, c'est là que je suis pas d'accord. C'est pas une révélation pour moi. Le film, il a passé toute la première moitié du film à te l'amener, cette révélation. Et en fait, c'est pas un twist comme dans plein d'autres films où c'est paf, tiens, d'un coup, on te montre le twist. Non. Ici, on te l'a amené petit à petit à comprendre ce twist. Et il y a un moment où si tu l'as toujours pas compris, bah tant pis pour toi, le film il continue quoi. Ah non, je suis pas d'accord. Ah, mais quel est le déclic pour cet homme? Quel est le déclic pour cet homme? Il nous montre dans le film Pour le flic? Oui, il nous montre dans le film qu'en fait, à un moment, il est dans sa voiture, il réécoute les enregistrements des témoignages qu'il a fait et il tombe sur celui du père et il se dit merde, il voulait dire quelque chose et puis je l'ai pas laissé parler et mais ça n'a rien à voir avec la révélation finale en fait. C'est ça. C'est juste que il se rend compte que le père voulait protéger ses enfants, mais le père il le dit depuis le départ, donc je comprends pas pourquoi le flic bascule sur ça en fait. C'est dans la scène d'avant qu'il a la révélation, si je me gourre Oui, c'est la mamie. C'est avec ça, la mamie. C'est la mamie. Hein. C'est ça qui lui a. Enfin, pour moi, le vrai moment où il commence à changer un peu sa vision, c'est à partir du moment où il voit la mamie sur une grande affiche, et là il commence à se dire, mais attends, il y a un truc qui va pas là. C'est quelque chose que j'ai imaginé. Je l'ai dans mon image, et en fait, il y a un plan, mais ça c'est très drôle parce que tu vois. Enfin, je pense qu'on ne voit pas forcément quand on regarde le film pour la première fois. Mais c'est vrai que nous aussi, je trouve que c'est un truc qui marchait bien, c'est qu'il l'a filmé, mais genre en plan subliminal pratiquement au début du film. Et c'est vrai que finalement, cette mamie, quand elle revient, moi je me souviens, la première vision que j'avais, c'est putain, mais elle me dit quelque chose, j'ai vu quelque part, quoi. Et en fait, quand tu regardes le film, c'est que. Il remplit son bol. Ouais, au tout début, il remplit son bol et tu la vois, mais vraiment, mais d'une manière extrêmement rapide. Mais c'est bizarre parce que la mamie, elle dit quand même quelque chose, quoi. Et je trouve ça assez bien foutu parce que ça marche aussi quelque part sur le spectateur. Et c'est vraiment à partir de là où il commence à démêler un peu l'enquête d'une autre manière pour le coup que la manière dans laquelle il avait essayé de le faire. Et non, je trouve que c'est une vraie prise de conscience à un moment avec cette mamie. Et c'est après il va redérouler l'enquête autrement. Il va aller beaucoup plus vite parce que pour le coup, il arrive vraiment à trouver là où ça coince. C'est-à-dire en fait le phénomène de régression sur lequel on n'a pas trop discuté parce que c'est ça quand même qui est au centre du film. C'est le principe de régression. Et ce que j'aime bien dans ce film, de faux souvenirs quoi surtout. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis en fait, on nous présente parce que c'est drôle parce que le flic. Alors moi, c'est vrai que j'ai un problème aussi avec le personnage du flic. Enfin, un problème en particulier, c'est que je ne comprends pas j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il s'ancre à ce point-là dedans. En fait, il manque une motivation une motivation particulière pour ce personnage. Il nous manque une caractérisation. C'est un flic, il veut avoir raison, il a des techniques de flic pour faire avouer les gens. Il ment dès le début, il ment effrontément aux gens, on a les photos, votre fils nous a dit qu'il avait les photos, et il arrête pas d'induire des trucs chez les gens, et dans sa violence de flic, et dans sa violence vraiment systémique de flic, c'est vraiment tout qui a eu un peu affaire à la police le sait. Ils sont souvent les enquêteurs comme ça à vouloir induire des trucs chez toi et à vouloir te prendre au piège en te mentant et en voulant te faire avouer des trucs en te mentant. C'est assez flagrant chez ce personnage-là, quoi. Il faut remettre dans le contexte états-unien où les flics sont autorisés à mentir sur les preuves qu'ils ont. C'est une technique vraiment d'interrogatoire, c'est-à-dire que la loi les autorise à dire on a des preuves alors qu'ils n'en ont pas du tout. Ils ont le droit de mentir. Et dans le film, il y a des petites choses d'interrogatoire qui sont respectées quand même. Par exemple, quand la première fois qu'il interroge Emma Watson, qui a le rôle de... Mince, je me souviens plus son nom. Angela. La première fois qu'il interroge Angela, il est face à elle, assis à côté du psychanalyste, et quand il revient sur la table, il se met juste à côté d'elle. Encore une fois, c'est une technique de pression psychologique que le FBI utilise énormément. Si vous regardez un petit peu sur YouTube des interrogatoires de police aux États-Unis, au début, pour mettre la pression à la personne qu'on interroge, on se met très 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 proche de lui. Donc moi, j'ai quand même reconnu une certaine acuité dans les techniques d'interrogatoire. Moi, ce qui me manque, c'est sa motivation, en fait. Enfin, une petite caractérisation qui expliquerait un petit peu plus sa motivation. Dire c'est quoi son but, c'est
c'est de rendre la société meilleure, etc. Enfin, il me manque en fait quelque chose qui me permette de comprendre pourquoi est-ce qu'il s'ancre autant à fond dans cette enquête. Il pourrait en avoir rien à foutre. Il pourrait se dire c'est mon boulot, je fais juste mon boulot, quoi. Mais là, il s'ancre vraiment à fond dans cette enquête-là. Et il nous manque à mon avis, pour le personnage, c'est que il a vraiment un besoin de justice. Mais on comprend pas ce besoin de justice. Il nous manque un petit élément, je pense, de vie personnelle en fait, parce qu'on comprend pas trop sa vie personnelle. On connaît que sa vie professionnelle. Il nous manque aussi ces petits éléments de caractérisation là qui donneraient un peu plus corps au personnage justement, qui nous permettraient de mieux comprendre pourquoi il s'ancre tellement dans cette enquête. Moi, c'est un des trucs que j'ai noté, j'ai mis pourquoi est-ce qu'il rentre tellement à fond dedans? Parce que voilà, le fait qu'il y croit, c'est parce qu'il est à fond dans cette enquête, il a envie de la résoudre, etc. Et pour moi, globalement, il y a deux motivations. Soit il a un besoin épris de justice, c'est-à-dire c'est un chevalier blanc, etc. Et ce qu'il veut, c'est absolument, soit il est carriériste et ce qu'il veut, c'est absolument remporter une énorme enquête pour progresser. Mais là, il y a rien dans le film qui me permette d'affirmer l'un ou l'autre. Je serais pas trop pour carriériste parce qu'il a pas du tout l'air d'être carriériste. Mais enfin voilà, il manque vraiment ce petit côté de c'est quoi la flamme de ce flic pour l'amener là-dedans. Son combat, quoi. Ouais, son combat, quoi. Mais justement, ça aurait été facile en fait à faire. Hein. Il suffisait de lui mettre un petit background avec une fille qui s'était fait violer ou un truc comme ça, tu vois. Mais si ça n'a pas été fait, je pense que justement c'est volontaire. C'est pour montrer que il n'y a pas besoin de raison particulière pour se laisser pour se laisser prendre à une hystérie collective. Au fait, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un background particulier. Ça peut arriver à tout le monde. Je me demande si c'est pas ça qui a voulu être dit par là. Je sais pas. Moi, ce que tu dis, Vivien, je l'ai ressenti pareil, mais dans les deux sens. C'est-à-dire, au début, c'est pourquoi il tombe dedans, et après, pourquoi il en sort aussi vite, ça m'a fait ça. Surtout que il passe son temps dans le film à dire qu'il ne croit pas en Satan. Il passe son temps à dire aux gens, il n'existe pas, etc. À chaque fois qu'il entend, c'est Satan qui l'a guidé, etc., il dit non, ça n'existe pas. Donc c'est d'autant plus bizarre que ce mec finisse par y croire. Satan ou Dieu d'ailleurs. Hein, Ou Dieu, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un truc que je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez remarqué ça? On voit très clairement quand elle lui donne la Bible avec la couverture blanche, on le voit mettre la Bible dans la boîte à gants, c'est ça? Dans la boîte à gants. Et ensuite, on le voit reposer le chapelet. Et pour moi, étant donné qu'il le montre, hein, dans un film, quand on voit des choses, c'est jamais pour rien, je m'attendais à ce qu'il y ait un rapport. Je me suis dit, elle a dû mettre un message dans cette Bible, il y a quelque chose, il y a des indices dans cette Bible. Et en fait, on n'en reparle plus jamais. Oui, c'est vrai. Ça m'a un peu étonné. Je pense que c'est pour montrer qu'il finit par devenir un peu religieux, c'est-à-dire qu'on le voit aussi dans l'église, on dirait qu'il commence à se dire je vais prier parce que je vais tout essayer pour résoudre cette enquête. Il y a un truc un peu comme ça où il finit par aussi se tourner vers la religion en se disant si ça peut m'aider, bah je le prends. Oui, et justement à la fin où il remet le crucifix dans la boîte à gants, c'est un chapelet. Ouais, le chapelet. Mais c'est un peu, je trouve ça un peu gros, moi. C'est un peu vraiment pour dire, bon, là, il a décidé de remettre ses croyances de côté et de refaire attention à sa raison. Mais c'est un peu tellement téléphoné comme plan, quoi. Je trouve ça un peu énorme. Surtout c'est encore une fois, c'est qu'on comprend pas pourquoi il rentre à ce point-là dans cette enquête, parce qu'en fait, il y a moyen d'aborder irrationnellement cette enquête. C'est-à-dire que même s'il y a des satanistes qui tuent des bébés, qui font des viols, des messes noires, etc., il y a moyen de mettre ça juste sur une communauté de cinglés, en fait, qui croient en quelque chose. Il n'y a pas besoin de croire en Satan. Et là, oui, effectivement, il manque un élément sur comment, en fait, est-ce qu'il glisse à la croyance. Et en fait, ce qui nous manque encore, c'est, à mon sens, c'est vraiment un élément de vie personnelle qui nous permette déjà de comprendre son rapport à la croyance, parce que il fait que dire effectivement qu'il croit pas, mais on connaît pas du tout son background, on sait pas du tout si un jour il a cru, peut-être, est-ce qu'il a été élevé dans la religion, est-ce qu'il s'en est retiré pour une raison, ou est-ce qu'il n'a jamais été croyant, etc. Et en fait, il nous manque vraiment tout un background pour comprendre ces décisions-là. Et je trouve que c'est pour ça que c'est un film qui fait, en fait, à l'image du Commissariat, très aseptisé, parce qu'il est aussi très déshumanisé, et en fait, il analyse vraiment beaucoup les comportements humains, sans essayer aussi des fois de rentrer un petit peu plus profondément dans les décisions qui sont faites des personnages, etc. Parce que, enfin voilà, il nous manque certains éléments qui permettraient de donner un peu plus de corps au film, encore une fois. Bien sûr. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai du mal à croire que ce ne soit qu'une maladresse de réalisation. Je me dis qu'il y a quelque chose, qu'il y a une volonté derrière. Oui, je pense qu'il y a une volonté de parti pris. Il y a peut-être une volonté de tester certaines choses, de mettre un peu plus en avant justement les fonctionnements plutôt de la pensée
en les isolant un petit peu, on va dire, du contexte social, mais à mon sens, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on peut pas comprendre des systèmes des fonctionnements de pensée, si c'est par la croyance, par la rationalité, etc. Si on ne comprend pas un minimum le contexte on l'a, mais en tout cas le background un minimum des personnages à mon sens, quoi. Ouais, Donc, ouais. pour certains. Justement, Voilà. par rapport à ce manque d'ancrage du film, moi je voulais revenir sur le personnage du prêtre qu'on voit pas trop parler pendant le film. Juste à la fin, lors de la révélation, là on se rend compte qu'il est fondamentaliste, qui dit Et fondamental. attention, oui, Satan est parmi nous, etc. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que c'est pas assez fort. C'est-à-dire que le film donne le sentiment que c'est en gros ce personnage qui a un peu tiré les vers du nez de la fille. Moi, je l'ai vu comme Oui. ça. Moi Que, j'ai interprété comme ça aussi. comme tout fondamentaliste, il a vu une fille qui lui allait pas bien et une chose en entraînant une autre, ça devient un viol sataniste, etc. Donc on se dit, ce mec quand même, il est totalement habité par cette idée que Satan va venir pour nous corrompre, etc. Et son discours de fin, où il devrait se révéler au grand jour, ce prêtre, et ben en fait il dit 2 mots. Et du coup, pour moi, c'est trop ledge pour avoir ce poids de toute l'histoire. En fait, c'est ce prêtre qui est à la base de tout, mais au final, il est plus que secondaire. Et je trouve que ça va pas. Et je trouve qu'en fait, ça le rend extrêmement mystérieux. Alors après, moi, je trouve que bon, peut-être qu'il manque quelques éléments. Moi, je l'ai pas trop ressenti comme ça. En fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout que là, au bout de 3e visionnage, je m'interroge toujours sur ce personnage à essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été influencé par la vague sataniste, etc., et qui est devenu fondamentaliste? Est-ce que c'est un gars qui est fondamentaliste de base? Et ça, j'y crois pas trop, parce qu'à mon avis, vu qu'ils ont l'air de le connaître un petit peu, la famille, etc., la famille n'a pas l'air d'être fondamentaliste, etc. J'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui s'est radicalisé aussi au fur et à mesure de l'enquête. Enfin voilà, ça m'interroge toujours sur le rôle en fait réel de ce personnage en tout cas sur son rôle originel. À la fin, il y a plus de doute sur ce qu'il est, mais à l'origine, est-ce qu'il était déjà fondamentaliste? Est-ce que c'est lui qui a tout manipulé? Moi, alors j'ai tendance à penser qu'il a un petit peu manipulé, et en fait, il s'est fait manipuler lui aussi par le contexte, et qu'en fait, l'un entraînant l'autre, en entraînant dans une espèce de cercle infernal, en fait, il a continué à se radicaliser avec toute cette enquête qui a rendu tout le monde absolument maboule, quoi. En tout cas, c'est mon interprétation. Je pense pas qu'au début il était fondamentaliste, parce que je pense qu'il évolue. Je pense vraiment qu'il évolue au fur et à mesure de l'enquête, bien qu'au début, à mon avis, sa position, c'était un prêtre absolument pas fondamentaliste, absolument normal, mais qui a dû être influencé par le contexte. Et voilà. Non. Et c'est à cause de lui que c'est à cause de lui que le fils se barre, etc. C'est à cause de lui et du père qui sont anti-gays et tout. Donc non, déjà avant, il avait des positions anti-gays. Oui, alors ça, il n'y a pas besoin d'être fondamentaliste pour ça. Hein, mais non, d'accord, mais qui ont contaminé le père du gamin et qui ont fait en sorte que ce gamin se barre. Et dès la première fois où les flics vont voir le gamin, d'ailleurs, on le comprend plus ou moins que c'est à cause de ça qu'il s'est barré. Plus ou moins. C'est pas encore dit concrètement. On pourrait très bien, le film pourrait très bien laisser entendre que c'est à cause d'attouchement et de satanisme, etc. Mais non, le gamin le dit très bien. Vous êtes sourd ou quoi? Ça n'est jamais arrivé. Il le dit clairement à ce moment-là. Moi, il y a un truc qui m'a fait tiquer sur ce prêtre, c'est au moment où le policier l'interview sur la première fois où il a parlé, où il a vu Angela pleurer. Et il a dit, de toute façon, j'étais sûre que c'était le père. Donc c'est-à-dire qu'il est parti recueillir le témoignage de cette fille en ayant déjà à l'idée que c'était le père qui était coupable. Comme si, je pense on y reviendra après, comme si le film voulait montrer aussi que les thérapies régressives, en fait, les prêtres, ils en font aussi. C'est-à-dire que c'est le même principe que la confession, en fait. On peut insinuer et orienter un discours... Et puis de toute façon, le film fonctionne entièrement comme ça, c'est-à-dire de quelle manière en fait nos préjugés et puis en tout cas nos avis préconçus vont influencer en fait les personnes en face de nous. Et de la manière dont le prêtre dit ça, c'est aussi la même manière dont l'inspecteur en fait interpelle son collègue en fait, parce que bizarrement il a direct des soupçons sur lui. Et ensuite il va mener son enquête de manière à ce que de toute façon les soupçons le retombent sur lui, quoi. C'est même ce que dit le psy à un moment donné, c'est-à-dire mais vous aviez déjà des soupçons sur lui. Il fait ouais j'avais déjà des soupçons sur lui. Et en fait
c'est sans cesse ça en fait, c'est sans cesse la manière dont ils vont influencer eux-mêmes l'enquête sans s'en rendre forcément compte. Je trouve ça assez passionnant. Mais ils s'influencent tous les uns les autres d'ailleurs, parce que quand la première fois qu'ils interrogent Emma Watson et qu'ils lui montrent les photos, elle ne peut pas savoir à l'avance que le père a parlé de George. Mais si elle montre George du doigt, c'est parce que sur toutes les photos qu'on lui montre, bah c'est le seul avec lequel elle a une autre histoire à reprocher. C'est-à-dire que le mec l'a baisé et qu'il n'a pas voulu se barrer avec elle. Donc du coup, elle le montre parce que finalement c'est le seul à qui elle a quelque chose à reprocher. Et il y a un gros hasard là dans l'histoire finalement. Enfin, c'est même pas du hasard, mais ça fait que tout le monde part sur des quiproquos en fait, quoi. Non, oui, c'était ciblé, mais c'est un biais de confirmation. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, au-delà de ça, c'est peut-être la seule personne qu'elle connaissait dans tout le truc. Donc forcément, s'il fallait qu'elle pointe quelqu'un, elle va pointer quelqu'un qu'elle connaît. Oui, donc voilà. forcément, effectivement, c'est extrêmement simple à faire, quoi. C'est-à-dire, dans un panel, elle va choisir forcément la personne qu'elle connaît, dont elle sait forcément, voilà, le flic qui va faire tout de suite le rapprochement. Ah bah oui, vous connaissez, donc forcément, il peut y avoir quelque chose, quoi. Donc même ça servait pas forcément à grand-chose finalement. Alors, moi, il me semble important, là, maintenant, parce qu'on commence à avoir beaucoup parlé du film, il me semble important de faire un petit point sur des termes qu'on a utilisés, comme les faux souvenirs. En fait, moi, tous les termes que je vais vous expliquer là, je vais vous en expliquer notamment 3. Je le tire du dictionnaire des sceptiques du Québec, que vous pouvez retrouver sur le site internet. Vous tapez dans Google les sceptiques du Québec. Ils ont fait tout un travail de traduction du dictionnaire qui s'appelle le Skeptics Dictionary. C'est très intéressant. Donc, à faux souvenir, je vais d'abord expliquer faux souvenir. Un faux souvenir est une expérience déformée par la mémoire du sujet qu'il a vécu, ou encore un souvenir imaginaire résultant d'une confabulation. Qu'est-ce qu'une confabulation ? Une confabulation est un fantasme qui a remplacé inconsciemment un fait dans la mémoire. Une confabulation peut être partiellement fondée sur un fait ou être le produit de l'imagination. Alors, je vous invite à aller voir ces articles parce qu'ils sont beaucoup plus fournis que ce que je vous dis là. Mais on en arrive à la régression à des vies antérieures. Donc, c'est un supposé retour sous hypnose à des expériences vécues par le sujet dans un passé plus ou moins lointain. Il est vrai que parmi les sujets qui tentent l'expérience, beaucoup disent se souvenir de vies antérieures, mais il est fortement probable qu'il s'agisse de faux souvenirs, de purs produits de leur imagination puisés dans leur vie présente, suivant la suggestion intentionnelle ou non de l'hypnothérapeute ou encore de confabulation. Je voudrais mettre l'accent sur une expérience qui a été faite par le psychologue Robert Baker, qui a démontré que le degré de croyance à la réincarnation constitue le meilleur prédicteur pour savoir si un sujet aura ou non des souvenirs de vie antérieure sous hypnose. Ici, effectivement, là, quand on parle de thérapie régressive, là, dans le cadre du film, c'était quand même quelque chose qui avait été utilisé par les policiers à l'époque, justement pour enquêter sur ces cas. Donc ça, c'est aussi pour le coup tiré de faits réels. Et donc, en utilisant la thérapie régressive, donc là, c'est tout le rôle du psychiatre George Nesbitt. Alors je sais pas vraiment véritablement dans le film, je me rappelle plus du nom. Alors je sais plus si c'est psychiatre, psychologue ou psychanalyste. Alors psychanalyste, ils utilisent pas trop. Je crois c'est psychiatre, psychologue. Hein, qu'ils utilisent aux États-Unis pour définir ce personnage. Donc c'est lui qui vont aller chercher pour justement faire de la thérapie régressive sur les personnes qui disent donc n'avoir aucun souvenir, donc notamment le père qui dit n'avoir aucun souvenir du fait qu'il a abusé de sa fille. Donc ils vont utiliser cette thérapie régressive pour essayer d'aller chercher dans ses souvenirs, voir si c'est quelque chose qu'il a. Donc là c'est directement lié avec la théorie du refoulé, c'est-à-dire le fait que fausse théorie psychanalytique, donc le fait qu'il y a des souvenirs qu'on veut absolument mettre de côté, dont on va absolument pas se souvenir, et donc avec l'hypnothérapie, la théorie régressive, ça aurait entre guillemets pour rôle de justement faire ressortir ces souvenirs-là. Et effectivement, comme Gabriel vient de l'expliquer, ce qui se passe en fait, c'est que c'est des gens qui vont ressortir des choses, enfin qui vont être influencés par les choses qui les entourent. Et là, dans le cadre du film, notamment toute l'influence en fait de la peur du satanisme, de la paranoïa sataniste dans les États-Unis des années 80, ce qui fait que même des gens qui sont pas forcément en lien direct avec l'affaire arrivent à ressortir quand même des trucs globalement assez proches, mais extrêmement vagues, comme le fait que c'est des gens en cape noire qui font soit des meurtres, soit des etc. Enfin, et que ça évolue tout le temps. En fait, ça va exploiter dans un espèce de
tronc commun de connaissances, en tout cas de clichés sur le satanisme, sachant que le satanisme, ça veut dire tout et n'importe quoi, pour aller alimenter justement l'enquête des flics qui finalement n'avance pas, parce que finalement c'est absolument basé sur rien du tout, à part sur des préjugés et des souvenirs en fait implantés pour le coup, que les gens pensent avoir vécu alors que c'est totalement faux. Je voudrais juste terminer, parce que c'est important, sur le psychologue Robert Baker qui a fait une expérience. Il a divisé un groupe de 60 étudiants en 3. Aux participants du premier groupe, il a dit qu'ils étaient sur le point de faire l'expérience d'une nouvelle thérapie extraordinaire qui les aiderait à découvrir leurs existences antérieures. Dans ce groupe, 85% des participants ont pu se souvenir d'une existence antérieure. Au second groupe, il a plutôt parlé d'une nouvelle thérapie qui pourrait ou non engendrer des souvenirs de vie antérieure. Pour ce groupe, le taux de succès s'est établi à 60%, donc on perd 25%. Ensuite, il a dit au troisième groupe, et c'est là où ça devient très intéressant, que la thérapie proposée était vraiment farfelue et qu'en général, les gens normaux ne revoyaient pas de vie antérieure. Et là, le taux de succès de ce groupe ne s'est établi qu'à 10%. Donc c'est là où ça met vraiment en avant cette manipulation consciente ou inconsciente de l'hypnotiseur qui va en fait diriger la pensée de l'hypnotisé et pouvoir lui faire dire plus ou moins n'importe quoi. Enfin, c'est de l'influence sociale, purement. Elle date de quand, cette expérience-là? Parce que moi, ma première expérience que j'ai sur la fiabilité des témoignages date de 1893, à l'Université de Columbia. Alors, il y a... C'était 56 étudiants, mais donc c'est pas la même à mon avis. Non, c'est pas la même. Ça remonte déjà à 1893 les premières interrogations là-dessus, quoi. Et c'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure du cas Paul Ingram, qui est on l'entend vaguement, hein, c'est cité dans le film vaguement en arrière-fond pendant qu'il regarde la télé. Et je pense que le film se base justement sur l'histoire de Paul Ingram. C'est un mec qui a été accusé du viol de sa fille et on a réussi à le persuader. Après avoir passé quasiment 4 mois d'interrogatoire avec 4 flics, un prêtre et un psy, c'est vraiment assez semblable au film. Ils ont réussi à le persuader que pendant 17 ans, il avait oblitéré le souvenir des viols de sa fille. Voilà, et il a été accusé, etc. Et accusé à tort, mais malheureusement le rapport des médecins, etc., n'est arrivé qu'après son accusation. Il est sorti il y a pas très longtemps, je pense, de prison en plus. C'est des cas qui ont été très fréquents dans les années 80. Là, je conseille aussi les vidéos dont Saleh Artichaut qui a fait toute une vidéo sur justement ce courant-là. Quelques affaires qui ont été faites, etc. Puis si on se pose la question de pourquoi le film traite notamment du viol comme ça, c'est justement parce que c'était souvent des affaires de viol justement qui concernent des enfants. Et à mon sens là, pour refaire une autre petite critique au film, je pense que Emma Watson, bien que ce soit une très bonne actrice, c'est une erreur de casting parce que je crois que dans le film ils disent qu'elle a 13 ans, etc. On n'y croit pas une seule seconde, quoi. Elle a pas du tout l'âge qui est requis, et notamment 13 ans dans le film. Je crois que c'est ce qu'ils disent. Hein. Attends, elle embrasse le policier et tout à 13 ans. Ah non, je crois que c'est 13 ans, ou 15, alors 15 grand max, hein, mais je crois pas que c'est plus que 15. Angela a 15 ans? Ouais, oui, ils le disent à un moment dans le film. Ouais. Ils ont pas choisi la bonne actrice, parce qu'elle a l'air plus d'avoir 25 ans que 15 ans. Bah elle a précisément 25 ans, Emma Watson, à cette époque-là. Ah oui, puisqu'elle est née en 90, année là où se passe le film. C'est pour ça que c'est à mon sens un mauvais choix justement pour traiter sur les sujets qui sont aussi complexes que le sujet du viol, et notamment sur quand on accuse entre guillemets une victime de faux témoignages. Là, je trouve ça c'est le moment aussi où le film peut être extrêmement critiqué aussi sur ce point-là. Bah justement, je voulais en parler de ça. Je finis juste ce que je voulais dire là-dessus. C'est qu'à l'époque, en fait, là où il y avait des faux témoignages, effectivement, de viol, la plupart du temps, c'était par des personnes qui étaient totalement extérieures, d'après ce que j'ai vu, en tout cas, des familles, et que souvent, en fait, les enfants étaient manipulés pour ça. Donc là, c'est le cas d'elle, elle est manipulée, mais elle n'a pas l'âge d'être manipulée comme on manipule un enfant, quoi. Et je pense, c'est un grand reproche qu'on pourrait faire au film. Mais bon, en même temps, le film a choisi aussi de déployer une histoire d'amour une histoire d'amour, hein. Une histoire un peu bizarre entre elle et puis elle et l'inspecteur. Et puis donc voilà, et entre elle et puis le flic. Donc bon, voilà, il y a des choix qui ont été faits, mais bon, c'est ça pour le coup, ça peut être assez critiquable. Oui, juste par rapport à ce qu'a dit Vivien là sur ce truc assez critiquable du pitch du film, c'est-à-dire qu'on va parler d'un faux témoignage de viol.
ce qui est extrêmement rare, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est vrai que aujourd'hui, on peut se dire, c'est bizarre de faire un film comme ça, sachant avec toutes les victimes qu'il y a, etc. Donc je me suis un peu posé cette question-là. Pourquoi montrer la seule personne sur des millions qui va mentir? Après, on peut se dire que c'est un thriller. Donc le thriller, en général, il parle de l'exceptionnel, quelque chose qui sinon, c'est pas un thriller. Et vu que ça fait écho à des vraies affaires aux États-Unis ou de faux souvenirs, etc. Bon, mais ça reste quand même discutable, sachant qu'en plus, je trouve que la fin, elle est assez particulière, c'est-à-dire que il y a plus ou moins de théories, soit c'est le prêtre qui est un peu derrière tout ça parce que il a peur de Satan, soit c'est la fille qui est un peu démoniaque et manipulatrice et qui voulait en gros s'extraire de sa condition et qui était prête à vendre toute sa famille. Non, je trouve que ce truc-là est assez discutable quand même sur la vision des femmes et des victimes. On est d'accord là-dessus. Un petit côté victim shaming, je me suis fait la réflexion aussi. Après, bon, comme tu dis, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais comme tu dis, ça attire effectivement le point de vue sur un phénomène particulier qui n'est pas forcément le phénomène qui comme tu le dis, justement, est généralisable. Et justement, c'est pour ça que je revenais là-dessus. C'était pour dire que effectivement, c'était le cas des enquêtes à l'époque. Des enfants manipulés, mais bon, c'était des enfants, et c'est pour ça que le film est, à mon sens, vraiment critiquable, c'est parce qu'il choisit de mettre quelqu'un de vraiment beaucoup plus âgé, donc beaucoup plus adulte, beaucoup plus responsable là-dessus, et effectivement, donc de le rendre forcément démoniaque, car des enfants, bah, malheureusement, ça se manipule plutôt facilement, quoi. Et c'était le cas à l'époque. Sachant qu'en plus, on sait que dans le cadre des faux souvenirs et des thérapies régressives, les gens font pas exprès de mentir. Ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Et moi, la fille, c'est ce que je pensais. Je me suis dit, elle s'est laissée prendre au truc. Elle a visiblement peut-être des problèmes psychologiques, etc. Mais la fin, vraiment, quand le flic parle à la fille à la fin, à Angela, là, on se dit, attends, là, ils la font passer pour une fille manipulatrice et tout. J'ai pas trouvé ça bien et pas juste. Alors, moi, je pense avoir trouvé le lien de pourquoi. Donc, pour recontextualiser, dans le milieu des années 70, il y a plusieurs allégations qui ont été répandues sur l'existence d'un culte satanique très bien organisé, dont les membres pratiquent les mauvais traitements, la torture et le meurtre sexuel. Et dans les années 80, en fait, il y a eu ce mouvement de panique autour de ce thème. On le doit à un livre de fiction qui s'appelle Michelle Remembers, Michelle se souvient, en 1980. Et donc ce livre a été publié en tant qu'histoire vraie, mais il a été dénoncé comme un canular par 3 enquêteurs indépendants. Aucune preuve concrète de rites sataniques, d'abus sexuels en Amérique du Nord n'a pu être démontrée. Néanmoins, ces allégations de ce livre, Michelle Remembers, ont été largement publicisées par la radio, la télévision et particulièrement par l'émission Geraldo's Riviera's Show. Donc, je pense que ce film se base sur ce... Tout à l'heure, tu parlais d'une autre affaire, Trotsky. Ouais. Moi, je pense qu'il se base quand même pas mal sur Michelle Remembers. Justement, ce livre, Michelle Remembers, ce qui est dedans, donc, c'est les souvenirs de Michelle qui reviennent parce que son mari, qui est psychiatre, psychanalyste, psychologue, pour les termes qui sont utilisés au Canada, parce que c'est des Canadiens, je crois, parce que son mari, justement, lui a fait faire de l'hypnose régressive, justement. Et on en revient au début. C'est pour ça que l'hypnose régressive est si importante que ça. Parce que c'est à la base de toute l'affaire sur ce livre-là, donc qui a créé cette vague-là. Et c'est l'hypnose régressive. C'est pour ça qu'après les flics l'ont utilisé. Et d'ailleurs le mari, donc qui s'appelle Laurence Pasder, donc là c'est tout ça, c'est dans la vidéo de Tyler Show, a été embauché. Il a été, on lui a demandé d'aider dans certaines enquêtes justement pour faire de la thérapie régressive sur certaines enquêtes. Il a été même payé par l'État américain, etc. Il a pu faire des conférences absolument partout. Donc ils ont maintenu en plus cet état parce que lui il faisait des conférences absolument partout. Puis en plus forcément, comme la merde ça tire les mouches, forcément il y a plein de gens qui sont venus se greffer à ça, qui sont venus faire aussi faire de la thérapie régressive, etc. Et ça a fait augmenter cette vague-là justement. Enfin voilà, c'est pour vous dire qu'on en revient à la thérapie régressive. C'est pour ça que c'est aussi important. Voilà. Vas-y Trotsky. Non, c'était juste pour le dire sur le cas de Pauline Graham. Moi, j'ai trouvé ça c'était dans un article de la FIS. Je sais pas si on peut, si je pourrais donner le lien en description du podcast. Ça pourrait être bien. En gros, il disait que voilà.
De novembre 88 à avril 89, donc c'est long, hein, des inspecteurs de police accompagnés d'un psychologue et d'un prêtre ont manipulé l'image que Paul Ingram avait de lui-même jusqu'à ce qu'il avoue qu'il avait abusé de ses 2 filles pendant 17 ans, puis il avoua qu'il était le grand prêtre d'une secte satanique, un sodomiseur d'enfants et un participant actif dans le meurtre, le dépeçage et le cannibalisme d'enfants. C'est en lisant plusieurs centaines de pages d'interrogatoire de police que le professeur dit avoir compris la signification de cette affaire bizarre. Elle décrit le long et efficace processus de suggestion psychologique, utilisant entre autres procédés la privation de sommeil et l'hypnose, par lequel Paul Ingram fut persuadé qu'il avait refoulé le souvenir de ses crimes. Il plaida coupable, avoua à plusieurs reprises les actes terribles dont on l'accusait, pensant éviter à ses enfants la charge émotionnelle d'un procès. Donc on reste quand même fort sur le thème du film, quoi. Au cours de l'enquête. C'est totalement choix du père à la fin. Oui, c'est ça. Au cours de l'enquête, les procureurs demandent à Richard, expert, il lui suggère donc, c'est la fois où vous avez demandé à vos enfants d'avoir des relations sexuelles entre eux. Vous vous rappelez quand vous regardiez, vous vous rappelez? Et Ingram dit tout d'abord qu'il n'avait aucun souvenir de cet événement, puis peu à peu, il dit qu'il commençait à recevoir des images et qu'il pouvait se voir dans cette scène. Plusieurs heures plus tard, Ingram, laissé seul dans sa cellule, remit à Hoche une confession manuscrite complète de 3 pages. Voilà. Malheureusement, le rapport de Hoche arriva après la condamnation trop tard. Quant au procès, Paul Ingram se leva et dit « Je ne suis pas coupable de ces crimes ». Le juge ne le prit pas au sérieux, ce qu'il vit comme un revivement d'humeur, et Ingram fut condamné à 20 ans de prison ferme. Tous ses appels échouèrent, et il a été libéré de prison le 8 avril 2003. Tout ça est dans la revue Science et Pseudosciences numéro 312 de l'AFIS, qu'on peut commander sur leur site. Voilà. Moi, je vais y aller aussi de ma petite référence par rapport à toute cette vague, cette pseudo-vague sataniste. Moi, j'ai lu un article très bien écrit de Bertrand Ouellet, qui a été professeur de théologie à l'Université de Montréal. C'est un article qui recense tout un tas d'études sociologiques policières sur cette affaire-là aux États-Unis. Et c'est extrêmement bien fait pour comprendre comment cette vague sataniste a pu avoir lieu, le rôle des fondamentalistes là-dedans. Il va expliquer, par exemple, pourquoi on trouve beaucoup de soi-disant viols satanistes, comment ont été faits les recensements, etc. C'est un article qui fait une dizaine de pages, donc c'est facile à lire. C'est très bien sourcé. Et la conclusion de Ouellet, c'est que, en fait, on trouve beaucoup de viols et de violences faites au nom de Dieu, beaucoup plus qu'au nom de Satan. Et c'est un théologien qui le dit. Et c'est très intéressant aussi sur cette idée que, voilà, il y a plein de crimes qui ont été perpétrés et qui ont été marqués, par exemple, à la police comme sataniques, parce que on sait qu'on a mis sous l'égide des satanistes beaucoup de choses, même les métalleux ou les gens qui étaient un petit peu marginaux, hop, on disait qu'ils étaient satanistes. Et en fait, il y a des viols, par exemple, où les parents ont fait subir ça à leur enfant parce qu'ils pensaient qu'il était possédé, et donc il fallait faire, en gros, sortir la bête de toutes les manières possibles et imaginables. Donc ils ont torturé les enfants, etc. Et donc ça, c'est compté comme des crimes satanistes parce que c'était pour faire sortir Satan. Mais les gens étaient convaincus qu'ils allaient sauver leur enfant. Enfin, c'est des trucs comme ça, c'est hyper intéressant. Et ça dit aussi comment ils ont réussi à éteindre ce vent de panique qui en fait est basé sur rien. Donc c'est vraiment bien, ça s'appelle La croisade contre les satanistes, donc de Bertrand Ouellet, et qui est disponible sur Érudit. Pour enfoncer le clou de ce que tu dis, une étude de 4 ans au début des années 90 a démontré que les allégations de rites sataniques d'abus n'étaient pas fondées. Donc une étude menée par Gail Goodman et Philip Shaver, qui ont enquêté sur plus de 12 000 accusations et ont questionné plus de 11 000 psychiatres, travailleurs sociaux ou représentants de la loi. Et donc, les chercheurs n'ont trouvé aucune preuve qu'il y ait eu un seul cas d'abus rituel satanique. Et il y a une autre étude de Kenneth Lanning, un agent spécial du FBI, publiée en 92, qui est arrivé à la MUD, qui a commencé depuis 1981. Ouellet en parle. C'est pas le fameux dossier du FBI qu'on retrouve dans le film, d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que les textes aujourd'hui, ça viendrait pas de là, un peu? Si, c'est dérivé des fondamentalistes, c'est eux qui ont créé ça de toutes pièces. D'accord.
Ce qui est intéressant, c'est que Welle, donc, c'est un espèce de méta-analyse. On va par là de toutes les études qui ont été faites, notamment celles dont Gabriel parlait. Et il parle de ce truc. Alors, je sais plus quel scientifique parle de ça, si c'est Carl Sagan peut-être qui dit ça. C'est-à-dire qu'il compare ces vagues satanistes aux gens qui ont été kidnappés par les extraterrestres. Oui. En fait, il dit qu'on retrouve à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire les examens, les manipulations d'organes sexuels, l'accouplement, les bébés qui auraient été gardés par les entités autoritaires pour faire soit des sacrifices, soit des expériences. Donc il y a beaucoup de liens en fait avec ces deux phénomènes. Tout à fait. Ça rappelle quelques théories sur le vaccin contre le Covid quand même. C'est un peu complotiste évidemment. Ça fait aussi écho aux visites nocturnes des succubes. Donc ça fait partie de la mythologie depuis toujours en fait ces trucs-là. Ouais, les visites nocturnes c'était plutôt lié aux paralysies du sommeil plutôt, non, c'est-à-dire Oui, mais elle parle des succubes et des incubes. Ouais, voilà. Les succubes et les incubes sont des démons qui viennent dans la nuit avoir des rapports sexuels avec vous non consentis. Je crois qu'à la base, une des croyances qui a favorisé ça, une des choses qui a favorisé ça, c'est les paralysies du sommeil, donc des états de sommeil très particuliers où en fait on a un état presque de conscience, où on a l'impression que ce qu'on vit est réel, et souvent c'est des trucs assez trash dans ce type-là. C'est les paralysies du sommeil, c'est d'ailleurs ce qui est représenté dans le fameux tableau là qui s'appelle le cauchemar, une espèce de tête de cheval. Oui. Ou un autre démon avec un petit démon qui est sur le lit, etc. Donc ça vient en partie de là. Ça, c'est un peu autre chose pour le coup, mais En gros, c'est dû à quelque chose qui se passe dans ton cerveau, c'est-à-dire que ton cerveau se réveille, mais ton corps n'est pas encore réveillé. C'est ça. Et donc tu n'arrives pas à bouger, mais tu es conscient. Et donc ton cerveau il sait pas quoi foutre de cette information là. Et donc il imagine parce qu'il ne sait pas quoi, qu'il y a quelque chose qui te bloque, qu'il y a une entité sur toi qui est en train de te bloquer, parce que c'est la seule façon qu'il a d'interpréter le fait qu'il est réveillé mais qu'il n'arrive pas à bouger. Enfin, on va se perdre un peu là-dedans. Pour en revenir aux abductions, là, il y a une grosse majorité des témoignages d'abduction qui sont faits après justement ces hypnoses régressives. Donc oui, on est vraiment tout à fait dans le même thème. Oui. Mais on peut parler peut-être un peu formellement comment sont présentées ces séances de régression dans le film. Il y avait juste un truc que j'avais envie de dire avant, parce qu'on est revenu sur les satanistes en disant que bon voilà, ça veut absolument rien dire. Effectivement, je suis d'accord, ça veut absolument rien dire dans la bouche, en tout cas, des fondamentalistes, des pentecôtistes, etc., de tous ceux qui ont participé à cette vague de paranoïa. Par contre, à l'époque, il y avait bel et bien des églises satanistes aux États-Unis, donc des églises satanistes qui promouvaient plutôt la liberté, le non-dogme, etc. Et bon, pour ça, je vais pas en parler plus longuement que ça, mais notamment, alors je crois je sais plus le nom exactement, mais une des églises satanistes la plus connue de l'époque a directement été visée justement par le livre de Michelle Remembers, dont elle a dû retirer ses propos parce que le chef de cette église sataniste, Anton LaVey. Oui, c'est ça, c'est Anton LaVey, allait déposer plainte pour diffamation. Donc techniquement, il y a des milieux satanistes qui ont été touchés, mais qui étaient majoritairement plutôt des milieux soit athées, soit de religion non théiste, qui valorisaient plutôt, qui étaient plutôt, on va dire, globalement contre les religions, où il y avait aussi pas mal de mouvements, de personnes qui étaient marginalisées dans la société, notamment les personnes LGBT+, etc. Donc il y avait quand même des personnes qui étaient quand même visées malheureusement par ces accusations-là, et comme par hasard, c'est toujours les personnes qui sont de toute façon visées par la religion, et puis comme on le voit pareil dans le film, c'est-à-dire c'est notamment les homosexuels et toutes les personnes queer, etc., quoi. Enfin voilà, c'est juste pour finir un petit peu sur le thème du satanisme. Pour en revenir à des choses un peu plus techniques, moi, il y a quelque chose qui m'a percuté dès les premières secondes où je l'ai vu, c'est le métronome. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier avec ce métronome ? Il est en forme de croix. Il est en forme de croix, et je suis musicien depuis que je suis tout petit. Je n'ai jamais vu ce modèle de métronome. Même chez Whitner, ils l'ont pas. Donc, pour rebondir ce que tu disais, Adeline, quand il y a ce phénomène de régression avec ce métronome en forme de croix,
Pour moi, cette croix, c'est la balance de la croyance, quoi. C'est l'hypnose de la croyance. S'il est en forme de croix, c'est vraiment pas pour rien. Ah oui, oui. Et j'ai vu ce symbole de croix assez souvent, notamment à un moment où, quand le père est en prison, on le voit à travers les barreaux. Et encore une fois, on voit la croix. Donc, c'est vrai qu'il y a des petits indices comme ça dans le film où, quand on fait des expériences de régression, il y a la croyance qui est là, en fond. Oui. Oui, parce qu'ils présentent les deux de la même manière. Hein. C'est cette idée de la confession et de la thérapie régressive sont similaires. Et je pense que c'est peut-être le discours d'Amenabar. C'est au final, c'est un peu les mêmes églises. Psychanalyse et croyance jouent un peu sur les mêmes terrains de la suggestion. Et ce qui est assez drôle, parce que justement, on a ces deux personnages, entre le bon révérend, effectivement, qui est peut-être pas aussi présent qu'il pourrait l'être, et le psy, quoi. Qui sont les deux à conseiller le flic. Donc le psy, il est là, mais vraiment, le psy, en tout cas, au début, paraît vraiment être la voix de la raison. C'est-à-dire, il est scientifique, il a une certaine aura, etc. Il a un discours scientifique, il a des cours, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est quand même lui, en fait, qui, à la base, qui induit vraiment le flic en erreur, et puis qu'à la fin, on voit bien qu'il a pas du tout une analyse scientifique, parce que lui, il est incapable de remettre en question la thérapie régressive, quoi. Ouais, exactement. D'ailleurs, il se met même à gueuler sur le flic au moment où le flic, justement, rallume un peu son cerveau, qu'il lui dit, moi, je refais confiance à ma rationalité, et le psychologue lui dit, non, mais tu te fous de ma gueule, t'es en train de foutre en l'air tout mon boulot, c'est de la science, mec, c'est de la science, et il lui gueule dessus. Bon. Il y a un moment, oui, où il dit c'est de la science, alors que pas du tout. Bah oui, c'est ça. Il est en train de justement de nier que la régression peut induire des faux souvenirs, etc. quoi. En fait, et il est en train de mettre en avant, pour lui, la science, c'est sa science à lui, sa régression, son hypnose régressive qui est efficace, qui a montré son efficacité, et il va pas chercher plus loin, quoi. La c'est vrai, c'est qu'on a un flic qui est quand même coincé entre une pseudo-science et puis des croyances, quoi, religieuses. Donc c'est sûr que là-dessus, ça va être compliqué de faire des. C'est pour ça qu'à la fin, quand il se refait confiance à sa propre rationalité, il s'en tire quand même plutôt pas trop mal. D'ailleurs, il y a un parallèle intéressant entre la religion et la psychanalyse, puisque donc thérapie régressive, ça vient de la psychanalyse et de Freud. Freud, il disait, en gros, si tu te souviens, bon, bah, tu adhères à la psychanalyse si tu te souviens parce que lui, il voyait des gens violés partout, hein, dans leur petite enfance. Donc il disait, oui, bah, si tu t'en souviens, c'est normal, tu fais partie de. Enfin, c'est bien, t'as les yeux ouverts. Et si tu t'en souviens pas et que tu fais de la résistance, en gros, c'est parce que tu refoules des choses que t'as vécues. Et Satan, là, ça marche pareil. C'est-à-dire que soit tu te souviens, mais si tu te souviens pas que t'as violé une gamine, c'est parce que c'est l'œuvre de Satan qui fait exprès que tu te souviennes pas. Donc j'ai bien aimé ce parallèle-là, c'est-à-dire peu importe ce que tu penses, puisque de toute façon, la psychanalyse ou la religion vont inclure les deux, quoi. C'est précisément d'ailleurs l'argument que sort Popper, justement, pour décrédibiliser la psychanalyse, en disant justement que ce n'est pas une science parce qu'elle n'est pas réfutable. Justement avec cette assertion-là de Freud. Ouais, c'est peut-être bien ça le message du film. En fait, Amenabar, il s'intéresse surtout il s'intéresse beaucoup aux faux semblants, au système de croyances, etc. Et puis c'est vrai que de toute façon, c'est un réalisateur dont on va être amené à reparler, notamment avec Agora, mais ouvre les yeux de la même manière, interroge aussi la question de réalité un peu autrement, et puis Thésis de la même manière aussi. Bon, ça fait un petit peu plus longtemps que j'ai vu Thésis, qui est toute une enquête sur du snuff movie, effectivement. Donc à la même manière, c'est ce que c'est des films réels, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de manipulation? Enfin, il est sans cesse là-dedans, Amenabar. C'est pour ça que c'est sans doute un des réalisateurs les plus intéressants au point de vue, en tout cas de cinétique, c'est-à-dire de comment aborder la croyance, l'esprit critique à travers des films. C'est que c'est sans doute un des réalisateurs qui interroge le plus ça dans son cinéma, dans pratiquement tous ses films. Les autres, ça joue un peu de la même manière aussi. Ça fait beaucoup plus longtemps que j'ai vu, par contre. J'ai pas vu son dernier, qui est les lettres de Franco, je crois que ça s'appelle. Donc je ne sais pas du tout si ça continue dans cette même lignée. Les lettres de Franco qui est sorti là en 2019. Voilà, c'est pas non plus un réalisateur extrêmement productif, qui a fait que quelques films en quand même pas mal d'années. Mais enfin voilà, donc c'est un réalisateur sur lequel de toute façon on sera amené à revenir pour discuter, et qui fait partie aussi de cette vague de réalisateurs hispaniques qui ont pas mal justement réinterrogé les questions de croyance, à la star par exemple de Rodrigo Cortés, qui lui a fait Red Light par exemple.
un autre effet cinématographique que j'ai remarqué, vous avez pas remarqué qu'il pleut beaucoup dans ce film? Oui, c'est vrai, oui. Alors du coup, j'ai cherché un petit peu dans le Minnesota quel genre de précipitations on a. Et en fait, il y a des endroits où il pleut beaucoup, il y a des endroits où il pleut moins. Mais c'est pas spécialement un endroit où il pleut énormément. Du coup, moi, je me suis un peu posé la question du pourquoi, du comment. Et en fait, quand on est dans la ville où se passent les choses, l'hystérie collective, on est toujours sous un plafond de nuages. Est-ce que vous avez remarqué ça aussi? J'ai pas vu beaucoup de rayons de soleil pendant le film. Voilà, il y en a, et justement, ils sont très bien placés. Donc, on est toujours comme si on était sous cette chape un peu glauque, et on est toujours dans des couleurs très. Il y a des fois, on ne sait plus s'il fait jour ou nuit, d'ailleurs, dans ce film. C'est vrai. Ouais, il y a un peu de désaturation comme ça aussi dans l'image. Puis des couleurs très bleues, des couleurs très nuit. Et en fait, quand ils vont se rendre à Pittsburgh, alors là, c'est le plein soleil. Et en fait, pour moi, cette signification-là, c'est vraiment cette hystérie collective qui est sombre, en fait, et qui est traduite par la pluie, par les nuages. Et j'ai trouvé intéressant comme ça de présenter des plans, parce qu'il y a des fois un petit peu des faux raccords. C'est pour ça que je me suis dit, c'est vraiment intentionnel, cette chape de nuages. Parce qu'il y a un moment où on voit un plan d'ensemble où on voit vraiment la chape de nuages, puis ça passe à la voiture et là les nuages disparaissent totalement. Mais il y a un endroit où il pleut beaucoup aux États-Unis, c'est dans le Thriller en fait. Et c'est le truc de la pluie dans le Thriller, c'est affolant, c'est tout le temps, il pleut tout le temps. Je crois que dans Seven c'est la même chose, il pleut tout le temps dans Seven si je me rappelle bien. Sauf la scène de fin dans le désert. Oui, sauf la scène de fin dans le désert. Mais je crois que dans tout le reste du film, je crois qu'il pleut énormément. Et je me demande si c'est pas un peu pareil. Et de toute façon, la chape de nuages, c'est globalement extrêmement commun dans tout ce qui est thriller, etc. Parce que justement, ça rajoute aussi cette ambiance extrêmement, des fois, fantomatique. Parce que, en plus, quand on a quand on a quelques montagnes, de montrer quelques nuages, ça rappelle un peu le mystère, ça fait planer une certaine ambiance. Et donc là, on est techniquement vraiment, à mon sens, dans les codes du thriller. Et effectivement, quand ensuite il y a des rayons de soleil, ils sont extrêmement bien travaillés parce qu'il faut les mettre exactement au bon moment. Donc effectivement, donc à la fin de Seven, par exemple, au moment de la révélation finale, ou là, par exemple, à Pittsburgh. Oui, ou Incassable. Non, c'est Incassable, oui. Incassable, il pleut beaucoup aussi, il me semble. Incassable, je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu personnellement, Incassable. Dans Red Light, il pleut à la fin. On va faire le décompte de toutes les pluies dans les films. Il y a de jolies choses esthétiques quand même dans ce film, notamment les séances d'hypnose que je trouve plutôt bien faites, et c'est peut-être là où il y a le plus d'indices pour le spectateur, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui est suggéré, et paf, après dans la vision de la personne sous hypnose, ça peut passer du flou au net, ou alors hop, tout d'un coup, il y a le mot maquillage qui apparaît là quand le fils est en train de faire une régression. Le psy lui dit ils étaient probablement maquillés, et paf, les personnages sont maquillés. J'ai trouvé ça plutôt bien amené. Et aussi la scène de reconstitution où le flic a ses écouteurs et écoute le témoignage de la fille. Donc on a le son de la voix d'Angela avec le flic qui déambule dans l'endroit où sont censés avoir eu lieu les rites La grange. sataniques. Ouais, la grange. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien comme montage alterné entre le faux passé, le témoignage, le présent. Je trouvais ça plutôt. Et puis pas ça mal. montre aussi la folie qui commence à s'emparer de l'inspecteur, quoi. C'est le moment où il commence à devenir complètement maboule aussi. Mais qui commence, parce qu'après, quand il interroge Angela, il le dit que c'était de la suggestion. Ouais. Qu'il était à fond dedans, mais que c'était de la suggestion. Oui, en fait, il se fout les boules tout seul. Hein. Ah, bien sûr. Ouais. À force d'écouter ses enregistrements. Mais à ce moment-là, il en est encore conscient, quoi. Tu vois, même si c'est quand même le moment où il bascule. C'est ça qui est bizarre, parce que quand il parle à Angela après, il est conscient que c'était de l'induction. Et puis c'est à ce moment-là qu'on rentre vraiment dans le trip satanique, mais vraiment le
le panthéon, on va dire, de tous les trucs reprochés, c'est-à-dire à la fois en fait, il y a tout, quoi. Il y a les orgies, il y a le massacre de nourrissons, ensuite le cannibalisme de nourrissons. Enfin, c'est tous les trucs qui ont vraiment à l'époque été dénoncés. Donc tous les clichés. Tous les clichés, mais vraiment, tous les clichés sont là-dedans. Et c'est là où ça peut aussi attirer notre attention. Non, mais c'est tellement horrible, c'est trop horrible pour être vrai. Enfin, ça devient un moment, ça accumule tellement de trucs. Au bout d'un moment, tu fais non, mais c'est pas possible que ça accumule trop de clichés, quoi. Visuellement, elles sont très belles, ces scènes de c'est vrai. cauchemar. Vraiment très belles. Et est-ce que vous avez remarqué que la prison à la toute fin, on dirait une cathédrale? Mais, alors, la prison, à la toute fin, pour ceux qui ont vu la série, c'est pas le même bâtiment que dans le Caméléon pour le centre. Je crois que c'est le même. Hein. Voilà, pour ceux qui... Purée, alors là, ça remonte loin dans mes souvenirs. J'ai regardé la série, mais je me rappelle. Je crois que c'est le même bâtiment, c'est une espèce de bâtiment, je crois que c'est une espèce de barrage ou je sais pas quoi, ou une centrale hydroélectrique. Mais enfin voilà, je sais pas si c'est une fun fact parce que je le sais pas du tout, faudrait que je fasse la recherche là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est le même bâtiment. Ouais. Mais c'est possible, hein, des remplois de décors comme ça. C'est un bâtiment très particulier et puis bon, c'est pareil, c'est à la fin, c'est là où on a vraiment aussi un grand angle, etc. Enfin, je crois que c'est la première fois où on voit autant de paysages où on est autant en l'air, on sent que le truc se rouvre quoi à ce moment-là. Une autre petite chose que j'ai remarqué, est-ce que vous avez vu ce plan rapproché sur les mains entre l'inspecteur et Angela qui revient 3 fois? Oui. Oui. Hein. Mais il ne revient pas de la même façon. Donc la première fois, Angela le rejette totalement, c'est-à-dire qu'il l'effleure, elle part. La deuxième fois, elle l'accompagne, c'est-à-dire qu'il pose sa main et ensuite elle repose sa main dessus. Et la troisième fois, qu'il lui touche la main, elle pose sa tête sur son épaule et là, il y a le baiser. Est-ce que vous pensez pas que dans l'évolution de ce même plan, il n'y aurait pas un message? Je crois que c'est là que ça devient problématique sur en fait l'idée qu'elle est manipulatrice, quoi. Et plus que manipulée, quoi. À ce moment, enfin, moi c'est là où elle est très problématique cette histoire avec le flic parce qu'on sent qu'elle est plus en train de le manipuler et pas qu'elle l'ait manipulé à ce moment-là. Et c'est là où le film est assez flou par rapport à ça, à mon sens. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi, ça m'a mis un peu le malaise. Hein. C'est bizarre. Hein. Elle est très bizarre cette. C'est une gamine. En fait, moi, j'avais même pas compris qu'elle avait 15 ans. J'ai dû faire quelque chose pendant que je regardais le film. J'ai pas saisi l'info. Après, lui-même fantasme quand même un petit peu dessus. Sinon, il ne rêverait pas d'elle. Enfin, parce que c'est quand même si son visage est noir et puis que quand la lumière s'allume, il se rend compte que c'est une vieille femme. Dans son rêve, c'est quand même elle. Dis-moi si vous êtes d'accord, peut-être que j'interprète mal, mais c'est quand même avec elle qu'on le force, enfin que les hommes qui ont cagoulé le forcent. Oui, il fantasme sur elle, bien sûr. Je vais pouvoir t'expliquer pourquoi. En fait, c'est parce que Emma Watson, elle a insisté pour ne pas être du tout sur la scène du viol. Et elle voulait que les gens puissent dire sans aucune hésitation qu'il s'agissait d'un sosie et non d'elle qui était nue. Je pense que le problème pour elle, c'était de se montrer nue. Okay. C'est pour ça que le visage de la fille à capuchon, il a été flouté numériquement et que son corps nu a été filmé que de derrière et vraiment très fugacement. Ok. Non, moi, ça me choque pas qu'il rêve d'elle puisque c'est elle qui est censée être au cœur des rites sataniques. Mais tant que c'est ça, ça va. Mais c'est cette idée de transgression là, du baiser, je comprends pas bien. Qu'elle essaye, tu vois, elle est manipulatrice, elle essaye, mais je comprends pas pourquoi le mec cède en fait. C'est une gamine, c'est chelou. Est-ce qu'il cède vraiment? On le prend un peu par surprise, non? Enfin, je sais pas. C'est discutable. Ah, il a beaucoup de tendresse pour elle. Il est un peu le seul, comme il le dit à la fin. J'étais le seul qui pouvait résoudre cette histoire. Quand il parle au père, il le dit. J'étais le seul. Et là, il est en train de se dire, je suis le seul qui peut sauver cette pauvre victime. Elle a besoin de moi. Il y a un syndrome du protecteur aussi très fort. Oui, je pense qu'il y a un truc comme ça. Je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, il a clairement une attirance pour elle, hein, clairement. Bah donc malaise. Oui, malaise. C'est pas très professionnel. Ouais, malaise, clairement. Clairement, bah oui, après il s'en rend compte, mais effectivement, oui. Et vous avez vu aussi que, en fait, le film, il repose que sur des témoignages et il n'y a jamais aucune preuve de quelque nature que ce soit, et à aucun moment ça pose de problème à personne. Bah oui, effectivement, c'est pour ça que le film. Je sais pas, c'est bizarre. C'est pour ça que le film, à mon avis, il a du mal des fois à capter justement des personnes et à rendre des fois l'enquête plus attrayante, des fois peut-être pour certaines personnes.
parce que justement ça manque de rebondissement, ça manque de pêche. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de rythme, mais c'est justement parce qu'il manque de nouveaux éléments pour relancer. Mais vu que c'est une enquête qui de toute façon patine, et bah oui, on patine avec, et c'est pour ça que le film a l'air de patiner, mais je pense que c'est parce que l'enquête elle-même patine, et c'est ce qu'il veut montrer, quoi. Je pense que le problème du rythme du film vient essentiellement de là, c'est parce que l'enquête patine, et donc le film patine lui aussi. Il a du mal à rendre ça intéressant. Et pourtant, je trouve qu'il s'en sort quand même pas trop mal. Ça pourrait être encore mieux, mais techniquement, moi, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait faire encore mieux que ça, quoi, sur ce sujet-là. Oui, non, parce que c'est ça. Le propos du film, c'est pas l'enquête. En fait, l'enquête, elle est un prétexte, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, de toute façon, c'est toujours, c'est une manière de parler, de toute façon, de notre manière d'aborder la réalité, de remettre en cause aussi nos idées préconçues, etc. Parce que le film est construit sur certaines hypothèses qui sont déjà, la première, c'est que les thérapies régression fonctionnent. Une autre hypothèse qui est passée de base et qui est tenue pour vraie, c'est qu'Angela ne ment jamais. Il y a un moment, la phrase est lancée, Angela ne ment jamais. Donc comme ça, on ne peut pas remettre en cause sa parole. Et donc ça fait que ça, voilà, à partir de la thérapie de régression, on remet pas en cause la parole d'Angela, et à partir de là, en fait, on tombe dans le cercle vicieux, c'est-à-dire que si on peut pas remettre ça en cause, on est condamné à tourner en rond, quoi, comme l'enquête, en fait. Oui, de toute façon, l'enquête, elle est très mal menée de A à Z. Il y a pas photo là-dessus, quoi. Et puis à partir du moment où ils vont acheter des espèces de bouquins, mais genre horribles, et qui font justement, je pense, référence au bouquin dont on parlait tout à l'heure, pour s'informer, alors que justement il y a le flic dont on parlait tout à l'heure qui disait bien, mais c'est vraiment un tissu de conneries, quoi. Mais ils sont tous là-dedans, ils sont tous montés la tête, quoi. Puis le flic, on dirait qu'il regarde RMC Story, quoi. Tu vois, il regarde des trucs sur les sataniques, il se base là-dessus pour se dire ah putain ouais c'est vrai ça existe. Exactement. Oui, et puis même son chef l'appelle pour lui dire de regarder. Faut se recontextualiser aussi, hein. À l'époque, c'était normal de voir des trucs comme ça à la télé aux États-Unis, d'autant plus, quoi. On avait l'émission Mystère, nous, avec je sais plus qui faisait plus ou moins le même genre de délire, et ça choquait personne, quoi. Pour en revenir au personnage de George, quand tu disais que l'enquête était vraiment malmenée, en effet, George, il est libéré suite à 2 polygraphes. Il faut savoir que les polygraphes ne peuvent pas être retenus comme des preuves aux États-Unis dans un tribunal. Peut-être plus maintenant, mais à l'époque peut-être. À l'époque, je crois que c'était pas mal utilisé, hein. Dans les films des années 80, 90 en tout cas, c'est extrêmement utilisé le détecteur de mensonges, hein. À mon avis, c'était pas mal utilisé. Maintenant, ça l'est moins. Que ce soit utilisé, même encore aujourd'hui, c'est utilisé, hein, Vivien, dans l'affaire Chris Watts. Chris Watts qui a donc tué sa femme et ses 2 enfants. Il passe le polygraphe. C'est utilisé, mais ça ne peut pas être utilisé en cours, en justice. Oui, c'est ça, mais c'est peut-être moins de poids peut-être à l'époque. Je sais pas. Et puis après, ça dépend des États, à mon avis aussi. Je pense que le polygraphe est reconnu comme pas très efficace. Aujourd'hui. Il l'utilise pour surtout comme technique de manipulation, mais à vérifier, oui. Sur la question aussi, sur le coup de la manipulation, etc. De Angela par rapport aux flics, et aussi ce retournement du film, parce que le retournement pour le spectateur et pour l'inspecteur n'intervient pas exactement au même moment. Donc pour l'inspecteur, il intervient au moment où il voit justement la vieille femme sur une affiche publicitaire, mais pour le spectateur, ça arrive un tout petit peu plus tôt. C'est justement au coup de fil anonyme, et où c'est Angela qui l'appelle. Et donc là, pour les personnes qui voient pour la première fois le film et qui n'ont pas forcément la connaissance, on va dire, contextuelle du film pour comprendre que c'est faux, pour les gens qui rentrent dans l'enquête et qui y croient, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à remettre en question. Et ça remet en cause pourquoi ces appels anonymes d'Angela, encore une question de manipulation, de faire augmenter, à mon sens, la paranoïa, pour faire augmenter la paranoïa du flic, quoi. Il y a que ça sert, quoi. Donc ça renforce encore cette idée de manipulation, quoi, de la part d'Angela. C'est pour ça que Angela c'est pour ça que les rôles d'Angela et puis du prêtre sont extrêmement difficiles à séparer, en fait. On sait pas très bien qui manipule qui, et s'il y en a un qui manipule l'autre, ou si on sont vraiment tous les deux dans une même mouvance, quoi. Oui, c'est bizarre.
La fin est très claire là-dessus. La fin est très claire puisqu'ils se font interviewer et aussi bien le prêtre qu'Angela leur demandent de les croire. Oui, après Elle le dit bien, croyez-nous. Après, la fin, ça peut être aussi, elle pourrait s'être fait piéger, si tu veux. C'est comme quand tu avances une vérité, que tu dis à tout le monde que tu as subi des violences, etc., et que tu sais que tu as menti, bah, tu es pris dans l'engrenage médiatique et tu peux plus te retirer de ça. Donc, il pourrait y avoir deux interprétations, c'est-à-dire que elle ment juste pour, elle continue de mentir juste pour se préserver, ou elle continue de mentir parce qu'elle est consciente, enfin qu'elle ment, et pour continuer à manipuler. Enfin, d'un côté, il y a le fait qu'elle s'est fait manipuler et elle continue dans l'échelle d'engagement, et de l'autre côté, elle continue parce que c'est sa stratégie de toute façon qu'elle a adoptée depuis le début, quoi. C'est deux manières différentes d'interpréter, à mon avis. Dans son regard et son expression et la façon dont elle le dit, pour moi, elle est clairement dans la manipulation. Elle est consciente de ce qu'elle fait. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la fin? Parce que c'est quand même ce film, j'ai quand même bien aimé jusque vraiment à la fin. Pourquoi j'ai pas aimé la fin? Parce que pour moi, la fin est très peu expliquée, même si c'est vrai qu'il y a tous les indices avant et tout. Moi, j'aurais trouvé pertinent de peut-être faire des flashbacks. C'est pas super classe en termes de cinématographie, mais ça aurait beaucoup aidé le spectateur non averti à comprendre ce qu'est la régression, justement. Et en fait, tout à l'heure, on parlait de la vieille dame sur les sachets de soupe ou je ne sais plus. Moi, quand il a dit cette femme, elle est dessinée sur le paquet, ça m'a un peu choqué parce que le dessin, il est tellement photoréaliste que pour moi, c'était pas un dessin, c'était une photo d'une personne qui existe. Donc quand il dit cette personne n'existe pas, ça colle pas dans ma tête. C'était une photo pour moi. Je sais pas si c'est une erreur de traduction ou de texte, etc., mais je mettrais ça là-dessus, quoi. Je pense pas qu'il y ait vraiment une interprétation à avoir sur le terme de dessin. Je sais pas si c'est pas je sais pas ce qu'il dit en anglais. Si, moi je l'ai regardé en anglais, il dit drawing. Ah ouais. Il dit drawing. Oui, mais je pense qu'il veut dire, c'est qu'elle n'existe pas dans la ville, dans son quotidien, quoi. Oui, mais c'est malmené. C'est malmené. Ensuite, quand il y a l'agression chez lui, où Georges vient l'agresser et ça coupe, on ne sait pas ce qu'ils se disent. Toute cette séquence-là, moi, je l'ai trouvée malmenée, la fin, en fait. Moi, je pense que ça aurait mérité d'expliquer mieux les mécanismes, en fait. C'est ça qui m'a beaucoup déçu. On sait ce qu'il lui dit, Georges, justement, il le dit à la fin. Alors, je me rappelle plus exactement de ce qu'il lui dit, mais il le dit à la fin. Ouais, si. Il lui demande, vas-y, moi je balancerai pas sur ce que vous venez de faire, les mecs, mais par contre, je veux savoir maintenant tout ce que vous savez, qu'il y a que vous qui savez. Et là, non, Georges lui dit, mais je te l'ai déjà dit. C'est ce que je t'ai dit dans la bagnole l'autre fois. Et ce qu'il lui a dit dans la bagnole l'autre fois, si tu remontes 1 heure plus tôt dans le film, il est dans la bagnole et il lui dit, ouais, mais en gros, c'est possible qu'elle mente et que ce soit elle qui manipule. Oui. C'est pas à exclure. Et donc c'est ça qui... C'est un peu ce que je dis. J'aurais aimé ne pas revenir 1 heure en arrière pour me rappeler de ce que Georges a dit. Parce qu'en fait, ce que Georges a dit quand il l'a dit, c'est tellement d'une manière anodine que ça ne m'a pas marqué, hein, honnêtement. Mais c'est vrai que moi j'ai dû me rappeler, j'ai dû chercher, j'ai dû essayer de me souvenir. Ah mais merde, qu'est-ce qu'il lui disait encore dans la bagnole à ce moment-là, quoi? Parce que j'ai su que c'était à ça qu'il faisait référence puisqu'il le dit. Mais c'est vrai que j'ai dû faire un petit effort de mémoire pour me dire ah ouais, qu'est-ce qu'il lui a dit à ce moment-là, quoi. Moi, je m'en souvenais de ce qu'il lui avait dit, mais pour moi, c'était lié à juste un gros lourd sexiste qui dit des trucs comme ça. Ah ouais, à ce moment-là, c'est exactement ça qu'on pense. À ce moment-là, c'est exactement ça qu'on pense, c'est clair. Mais en fait, c'est mal expliqué le fait qu'en fait, il a une relation avec elle, etc. Oui. C'est ça où du coup, on comprend pas bien. Ça va très vite. La fin va très vite, trop vite pour moi. Ah ouais, moi non, moi je l'avais compris. D'ailleurs, je me suis même dit, mais c'est pour ça en fait que dans la première régression du père, il n'arrive pas à avoir un visage parce que il y a personne c'est une induction. On lui a suggéré ça. Donc, comme il l'imagine, il n'arrive pas à avoir un visage. Et puis quand on lui dit de se concentrer sur un visage, eh ben il voit ce visage-là parce que c'est la seule personne qui a eu une relation avec sa fille en fait. Bah, on sait même pas s'il est au courant, si. Si. Non, mais il dit pensez à quelqu'un qui venait souvent chez vous. Donc, qu'il soit au courant ou pas, le flic devait souvent venir chez eux. Oui. Donc, forcément, il pense à Georges et elle, de la même manière. Elle n'est pas de connivence avec son père, mais elle désigne qui? Elle désigne Georges, mais parce que on s'imagine qu'elle est un peu dans la vengeance contre Georges. Oui, et puis comme je disais, elle choisit le mec qui lui est proposé, qu'elle connaît aussi, à mon avis.
Voilà, elle sait très bien que en plus le flic il travaille avec, donc elle sait très bien qu'il le connaît, qu'il sait que lui il sait qu'ils se connaissent tous les deux. Donc bon voilà, c'est s'il fallait pointer quelqu'un, c'était lui à pointer quoi. Elle pouvait pas pointer quelqu'un d'autre qui était complètement inconnu quoi. À savoir que je ne l'ai vu qu'une fois le film, donc je n'ai pas vu le film la deuxième fois avec en me disant tiens je vais chercher les indices en fait. J'ai vraiment été le spectateur lambda qui reçoit ça comme ça, avec un background de sceptique et des notions d'hypnose régressive et tout ça. Mais voilà, moi j'aurais vu un côté en fait j'aurais aimé, voilà pourquoi j'ai pas trop aimé ce film. J'aurais aimé un côté un peu plus pédagogique, un peu plus explicatif quoi. Un peu plus Comme depuis le début, moi je suspectais Georges d'un truc bizarre depuis l'histoire de la chambre, etc. Ben ouais, enfin franchement, j'ai fait vachement plus attention à tous ces détails-là peut-être quoi du coup quoi. Bah, le problème en fait, c'est que bon, à mon sens, ce film n'a pas à faire de pédagogie. Je pense qu'en fait, il le fait bien, hein, c'est-à-dire il piège son spectateur parce que je pense que la plupart des spectateurs se font avoir par ça. Puis, enfin, même nous entre guillemets en tant que sceptiques, même si on connaît ces questions d'hypnose régressive, on peut jamais savoir comment va finir un film. Il aurait pu finir en disant bah l'hypnose régressive ça fonctionne. Je me suis déjà fait avoir comme ça par d'autres films en me disant ah ça va être sceptique etc. Puis pas du tout. Donc on sait jamais comment ça va véritablement finir. Donc je trouve que c'est intéressant la manière dont il amène quand même la fin, donc voilà effectivement, donc il va retourner un petit peu le cerveau du spectateur. À la fin, la petite facilité effectivement qu'il y a, c'est-à-dire de mettre en texte les choses sur la thérapie régressive quoi. C'est un poil simpliste effectivement, ouais. Ça va peut-être un petit peu plus amené dans le film d'une autre manière, mais bon après voilà. Ça va ouais, c'est pour ça que je suis d'accord avec Gabriel, c'est-à-dire que il balance comme ça à la fin le mot thérapie régressive qui n'est absolument pas venu dans tout le film, et c'est débrouille-toi avec ça, tu vois, c'est au générique de fin presque, et thérapie régressive, et puis juste au revoir. Peut-être que effectivement, alors je suis contre les flashbacks qui expliquent, mais là pour le coup un petit truc sur comment a fonctionné les suggestions des flics, du psy, etc. pendant tout le film, ça aurait pu être intéressant, ne serait-ce qu'un petit exemple sur, je sais pas, le mot maquillage, le mot rituel, les trucs comme ça. Voilà, un petit flashback bien placé, pour moi, aurait été bienvenu. Parfaitement. Parfois, les flashbacks, ça fonctionne. Je pense que c'est pour qu'on voit le film 2 fois. Voilà. Ça marche aussi comme ça. Ah ben là, oui. Là, faut vraiment le voir 2 fois, mais pas pour ah j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des films comme ça. Là, c'est vraiment si tu veux regarder comment le film est construit et comprendre comment fonctionnent les suggestions tout au long du film, faut le voir 2 fois, parce que quand tu le regardes une deuxième fois, c'est limpide. Ouais. C'est limpide, il y a aucun doute, et tout est très limpide sur l'évolution du témoignage, donc qui part à la base de mon père m'a violée. J'ai subi un rite satanique avec 30 personnes. Voilà, pour résumer. Et on comprend bien l'évolution de ça. Okay. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter avant qu'on passe à la conclusion ? C'est tout bête, ça n'a aucun rapport. J'ai adoré ce plan, justement, après le baiser avec Angela, quand on voit l'inspecteur dans sa voiture. J'ai adoré la couleur, j'ai trouvé ça très beau, ce plan, avec la buée dans la voiture. Et voilà. Je voulais juste dire ça. Ça n'a aucun rapport. Globalement, la photo du film est quand même pas mal réussie. Ça, c'est vraiment un truc qu'on peut mettre au profit du film. Je sais pas qui fait Daniel Aragno, le chef-op. Non, moi je suis pas du tout spécialisé en chef-op. Je suis pas vraiment bon là-dedans. Mais Amenabar, de toute façon, il a toujours fait au niveau construction esthétique des films, c'est globalement assez bon. Hein. Enfin, on se rappelle aussi les ambiances des autres qui fonctionnaient très très bien avec ce brouillard constant tout autour de la maison. Ça fonctionnait très très bien. Même Agora, qui est un film complètement différent, extrêmement éclairé parce que ça se passe dans l'Égypte antique. Donc là, il pleut pratiquement pas. Je crois que même il pleut pas du tout du film. Les ambiances sont extrêmement bien contrôlées. La reproduction historique fonctionne très très bien pour le budget qu'il avait, qui était quand même un bon budget, mais qui est pas non plus un budget colossal à l'américaine, quoi. Donc non, globalement, Amenabar sur ces films, sur ce point-là, sur ces films, se débrouille généralement plutôt pas trop mal, quoi. Je vous propose de passer au mot de la fin. Alors, est-ce que vous conseillez ou pas le film ? Est-ce que vous avez envie de conseiller peut-être parmi les lectures qu'on a pu citer, etc. Voilà, vers quoi vous voulez pousser
les auditeurs ou juste leur conseiller ou pas le film. Trotsky, si tu veux commencer. Ouais, bah écoute, moi j'ai trouvé ça assez sympa. C'est un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir justement. En général, un twist, il arrive bam d'un coup dans ta gueule. Et là, j'ai vraiment eu la même impression, mais sur toute une moitié de film où on t'emmène petit à petit dans la compréhension d'un truc. J'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, oui, je le conseillerais. Après, c'est pas transcendant comme film, et je dois vraiment, comme j'avais dit au début, hein, si je l'avais regardé en me posant dans mon canapé à la télé sans sans me dire je vais analyser pour une chronique, j'aurais peut-être moins fait attention à tous les détails et j'aurais peut-être eu la même lecture que Gabriel et Adeline. Et toi, Gabriel? Alors, oui, c'est un film que je conseille de regarder parce qu'il y a quand même des très belles choses et des choses très intéressantes à voir. Après, comme vous l'avez dit, c'est pas le film de l'année 2015, mais J'hésitais à répliquer en disant bah oui, il est pas de cette année de toute façon. Donc. Oui, je me suis repris moi-même. C'est pas le film de la décennie, quoi. Non. Voilà, c'est pas le film de la décennie, mais c'est quand même un film intéressant qui, pour moi, voilà, manque un petit peu d'explication pour que ça touche un plus grand public. Et la fin fait un petit peu plof pour moi. Ah, c'est un plof qui conclut bien. Et toi, Adeline, alors? Je dirais à peu près pareil que Gabriel. Et je dirais oui, le voir parce qu'aussi pour les sujets qu'il aborde, donc les thérapies régressives et aussi cette vague sataniste qui sont liées. On s'en rend compte puisque dans le recueil des témoignages à l'intérieur de cette vague sataniste, c'est bien à cause des thérapies régressives que tout ça a pris de l'ampleur. Et surtout si on pense au fait que même Freud avait abandonné les thérapies régressives parce qu'il s'était rendu compte qu'en fait ça marchait pas, mais il s'est rattrapé en disant que oui, bon, même s'ils n'ont pas vécu des trucs vrais, c'est des fantasmes, donc du coup ça aura les mêmes effets. Il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. C'est ça. Et bah... D'ailleurs, est-ce que quelqu'un s'est renseigné sur ce livre qui apparaît dans le film? Est-ce qu'il existe vraiment? Moi, j'ai cherché vite fait sur Google, je l'ai pas trouvé. In the Name of Satan ou quelque chose comme ça. In Satan's Name. Non, mais je pense que c'est Vivien qui parlait du livre Michel Remembers. Je pense que c'est une adaptation. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est pour rappeler ce film-là. C'est l'analogie. C'est ça. C'est ça. C'est la même chose. Et puis, de toute façon, il y a eu plein de bouquins à l'époque qui ont circulé là-dessus parce que, comme je disais, quand il y a de la merde, ça attire les mouches. Donc, c'est de la même manière que pour les conférences et puis pour la thérapie régressive. Les gens ont commencé à sortir des bouquins parce que ça se vendait bien. Et puis, quand on voit les couvertures des bouquins aussi de l'époque, enfin, c'est ultra racoleur avec des visages du diable, etc. pour faire bien peur, pour bien impressionner le lecteur, etc. Donc, puis après, bon, il y a toutes les conditions sociales aussi qui ont fait à l'époque que ça a pris une ampleur, parce que dans les années 80, il y avait aussi, par exemple, les femmes qui accédaient un petit peu plus à l'emploi aux États-Unis, qui faisaient aussi que les familles avaient beaucoup plus tendance à confier leurs enfants à des gens qu'ils ne connaissaient pas forcément, puisque ben voilà, les femmes ont décidé ont pu accéder à des carrières, et donc pour le coup, ça a augmenté aussi l'effet de peur là-dessus. Notamment tout ce qui concerne les enfants, etc. Voilà, parce que c'était tout ce qui concerne les enfants qui faisait particulièrement peur. Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que le film, moi, c'est vraiment un film que j'aime bien, que je trouve qu'il ne mérite pas du tout. Enfin, la plupart des critiques négatives, mais vraiment très négatives, qui ont été faites notamment à sa sortie. C'est sûr, comme le disait Gabriel, c'est pas le film de l'année ni de la décennie, mais ça reste un Amenabar, et je trouve qu'il est très intéressant à interroger dans le cadre de sa filmographie. Et comme je l'ai dit, de toute façon, on réabordera certains de ses films ici, et notamment Agora, sur lequel je reviens assez souvent parce que je considère que c'est un des meilleurs films sur le thème du scepticisme, globalement de la défense de la science, de l'interrogation de la science au sein de la société, etc. Et son articulation aussi avec les phénomènes de croyance. C'est un film qui est, à mon sens, absolument un chef-d'œuvre méconnu. Et je conseillerais aussi, si vous, chers éditeurs, voulez vous renseigner un petit peu plus sur ces vagues-là, donc sur les différents articles qu'on a cités. Vous avez aussi un article
du monde diplomatique qui est sorti en 1991, qui s'appelle Essor de la violence satanique aux États-Unis. Il y a plusieurs blogs aussi qui traitent du sujet. Donc on va parler des sceptiques du Québec ou de la FIS. En ce qui concerne YouTube, donc je conseille la vidéo de Sylarty Show, dont j'ai pas le nom tout de suite ici, mais si vous tapez Sylarty Show satanisme, vous tomberez dessus, et donc là vous aurez toute une explication un petit peu de la vague avec. Il approche aussi quelques enquêtes de l'époque, quelques affaires de l'époque, et vous avez aussi la vidéo Odoculture qui là va traiter beaucoup plus en globalité donc du satanisme. Donc dans toute l'histoire, les évolutions du mot satanisme, de ce que ça veut définir, des personnes qui se définissent elles-mêmes comme sataniques, etc. Donc très très intéressant pour un peu compléter tout ce qu'on vient de dire ici dans cette émission. Ouais, j'ajouterais le numéro 312 de Science et Pseudoscience sur la mémoire manipulée, se convaincre des crimes qu'on n'a pas commis, faux souvenirs d'inceste, témoignages erronés, faux aveux, expérience de mort imminente, voilà. Et sur la partie sur Polygram dont j'ai parlé, vous tapez Polygram et AFIS sur Google et vous tomberez sur l'article en complément, voilà. AFIS, AFIS. AFIS, ouais. Comme ça se prononce. J'ai oublié de faire ma super vanne. Comme le Roy, le fils, dans le film, il accuse à la fois le prêtre et le psy de fraude. Et donc, on peut dire que c'est un film freudien. Et ben voilà, ça termine très très bien cette conclusion, cette émission avec une bonne blague comme ça. Donc... Elle est drôle. Oui, très drôle. Ah, elle est pas mal. Elle est bien trouvée. Elle est bien trouvée. Et donc, je vous remercie tous les trois d'avoir été là ce soir. Merci Troutski pour ta première émission. Ça a été pas trop malmené. Non, très chouette, un plaisir. Tu reviendras. Bah ouais, avec grand plaisir. Merci à toi, Gabriel. Merci Vivien, et puis j'espère qu'on vous a fait passer un bon moment. Oh, j'espère. S'ils sont encore là à la 5e émission, c'est que on a réussi à les les tenir en haleine. À les capter, c'est ça, les tenir en haleine, effectivement. Merci à toi, Adeline, d'avoir été là avec nous. Merci à vous. Toi aussi, tu reviendras pour le coup. Ça fait déjà. Moi, je reviens toujours. Super. Et donc, merci à vous, les auditeurs, d'avoir été là. Et puis, je remercie encore une nouvelle fois Gabriel, notamment parce que c'est toi qui va faire le montage de cet épisode. Je voudrais encore remercier une fois tous les membres de Cinétique qui participent à la création de ce podcast de près ou de loin, que ce soit aussi pour la gestion du Discord, pour l'entretien des réseaux sociaux, pour J'ai cru que tu allais dire l'entretien des locaux. Eh ben non, pas encore. Mais donnez pour qu'on ait des locaux. Faites des dons, on a besoin d'argent. Enfin bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de locaux vu qu'on est un peu aux quatre coins de la France. Ça va être un peu compliqué d'avoir des locaux. Et de la Belgique. Et de la Belgique, c'est vrai, effectivement. Désormais de la Belgique. Et oui, il va falloir qu'on recrute des Québécois aussi. Donc ainsi se conclut cette émission sur Régression. On espère vous retrouver le mois prochain pour parler d'un nouveau film, et d'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Restons sceptiques. Ciao, ciao. Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit? J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartomanciennes, des hypnotiseurs. Les théâtres font salle comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.